merci à tous d'être là, merci à Pascal, merci à nos amis de Tissémétis et à la mairie de Nantes de nous accueillir ici. Ça fait 1 an et demi que l'on voulait présenter cette exposition Images et colonies en France et que l'on voulait aussi organiser un débat autour de ce thème sur Nantes. Malheureusement, le virus s'est invité, l'exposition est arrivée la veille du premier confinement, bref. Tout ça a été rendu un peu plus difficile. À l'automne, on devait aller à Cosmopolis et aussi à Tissémétis et même à la fête. Et tout ça s'est tombé à l'eau également. Donc on est quand même particulièrement heureux de pouvoir organiser quelque chose aujourd'hui, ici même si on sait bien que les conditions ne sont pas l'idéal encore. Simplement, le thème, on va en parler, mais je pense que c'est particulièrement intéressant d'aborder cette question aujourd'hui, parce que c'est particulièrement d'actualité, ça suscite des débats animés autour du postcolonialisme, etc. Ici à Nantes, on sait que ces questions ne sont pas anodines, notamment du fait de l'histoire de la ville liée au commerce triangulaire. Et certains ici se souviennent sans doute qu'il y a 35-40 ans, j'enlève mon masque, excusez-moi, j'ai du mal à parler avec le masque, je vais m'éloigner un peu. Il y a 35-40 ans, c'était un combat que de s'intéresser au commerce triangulaire à Nantes. C'était un combat contre la mairie de l'époque, c'était un combat contre certaines personnalités et institutions nantaises qui ne voulaient pas regarder l'histoire, leur passer en face, peut-être parce qu'ils pensaient qu'il y aurait des règlements de compte, etc., ou de la repentance. C'était pas ça du tout. Et ce combat, ça a mené au Triangle des Belles, à la constitution d'associations comme Comité Mémoire d'Outre-mer, à la fameuse exposition des Anneaux de la Mémoire, au mémorial de l'abolition de l'esclavage et à beaucoup d'autres initiatives aussi, dans lesquelles d'ailleurs on a pu voir Pascal ici à plusieurs reprises à Nantes. Donc tout ça c'est très important. On sait que toutes ces images liées au colonialisme nous ont imprégnés. Moi je me souviens, ça me vient à l'esprit comme ça, sur la cheminée de la cuisine, il y avait des boîtes de banania. Donc on a grandi avec ces images du tirailleur sénégalais qui disait « Yabon ». Bon, c'est pas neutre évidemment. Donc tout ça pour dire que je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je passe la parole à Madame la Présidente de Tissémétis. Bonjour. On va pas, je vais faire rapide, on va enchaîner sur la conférence parce que c'est pour ça que vous êtes venus. Merci à vous en tout cas et bienvenue à toutes et tous. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir et physiquement, j'ai mon collègue, mon prédécesseur, pour une nouvelle conférence Tissémétis dans le cadre du cycle Université et sur le thème Images et colonies en France. Donc un petit mot quand même sur l'asso Tissémétis pour ceux qui ne connaissent pas. Elle est implantée dans le quartier populaire de Bellevue à Nantes et notre association Tissémétis a pour but de faire se croiser les associations de quartier et de l'engagement citoyen avec le monde du travail par les comités d'entreprise, les structures d'éducation populaire et les collectifs artistiques et culturels. Les actions que l'on développe aujourd'hui s'articulent autour de l'accès à la culture, la lutte contre les discriminations, le vivre ensemble et puis l'engagement citoyen. Plusieurs moyens sont mis en œuvre pour atteindre ces objectifs. On organise des groupes de travail, on a pas mal d'outils. On crée des espaces de réflexion et d'échange. On a également le fonds documentaire Tissémétis et puis bien sûr notre fête annuelle qui a lieu tous les ans, par l'année dernière. Je vais passer la parole à Hélène Grandhomme, elle est responsable du fonds documentaire et c'est elle qui s'est occupée de cette conférence aujourd'hui. Merci. Donc cette conférence aujourd'hui à laquelle vous allez assister intervient dans le cycle Université, qui est un cycle de conférences organisé par l'association Tissémétis pour promouvoir l'accès à la connaissance, avec pour objectif aussi de rendre les savoirs accessibles à tous les publics. Bref, ce sont des lieux de rencontre, d'échange et de dialogue. En partenariat donc avec le comité nantais du MRAP et le groupe de recherche HAC, aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'accueillir Pascal Blanchard. Pascal Blanchard, vous êtes historien, chercheur associé au Centre d'histoire internationale et d'études politiques de la mondialisation,
Vous êtes spécialiste des questions de colonisation et des immigrations. Et vous êtes également co-directeur du groupe de recherche HACH. Vous avez publié plus de 60 ouvrages, et notamment Décolonisation française, la chute d'un empire en 2020. Vous êtes également documentariste et avez récemment réalisé le documentaire Décolonisation du sang et des larmes pour France 2. Vous êtes parmi nous aujourd'hui pour nous parler d'images et colonies en France, en lien bien évidemment avec l'exposition qui est actuellement au fond documentaire. Et vous êtes d'ailleurs un des concepteurs. C'est une exposition qui n'est pas un simple retour dans le passé, mais qui nous permet aussi de voir et de comprendre la puissance de l'image et de la propagande visuelle sur plus de 2 siècles de colonisation et même au-delà. Après les indépendances, les images et les idées qui émanent de la culture coloniale, ce concept que vous avez très largement explicité dans vos nombreux travaux, ont persisté et persistent encore. Et je terminerai, avant de passer la parole, par un propos que j'ai récemment entendu de l'historien Mamadou Diouf, qui disait très justement « La France a décolonisé son empire, mais a oublié de se décoloniser elle-même ». Voilà, je vous passe la parole. Merci. Je pense là, comme vous voulez. Ouais. Bonjour à tous, très heureux d'être ici. C'est vrai que la dernière fois que je suis venu à Nantes, c'était la veille du confinement. C'était pour le festival, le dernier qu'on ait fait dans l'année, à Atlantide, où Alain Mabroco était l'animateur, et on pensait tous démarrer une saison de festival avec Léla Slimani et d'autres. C'était le dernier. Donc, c'est un vrai plaisir de revenir ici, donc, et de pouvoir être à vos côtés, de parler de cette exposition, de ce sujet surtout. Bon, je pense qu'une grande partie d'entre vous ont vu l'exposition en bas, ou la verront tout à l'heure, ou auront l'occasion pour la revoir. L'idée, c'est plutôt d'arriver à, en la reprenant derrière moi, vous verrez ici, le but n'est pas tellement de regarder une nouvelle fois l'exposition, mais de s'arrêter peut-être sur des étapes. Travailler sur l'image coloniale, c'est pas juste travailler sur la manière dont on a représenté la colonisation. De penser cette mécanique qui serait qu'une image qui a été portée sur ce qu'a été la colonisation, c'est pas comprendre 2 choses qui sont essentielles dans le schéma colonial, dans le temps colonial. La première chose qu'on oublie toujours, c'est que la plupart des Français n'ont jamais été aux colonies. Ils n'y ont jamais été. C'est une infime minorité de Français qui ont été aux colonies. Et pourtant, tous les Français avaient un point de vue sur la colonisation. Donc, la question de l'image, elle est d'abord à poser parce qu'elle a été le vecteur par lequel on a vu, on a pensé, on a eu un point de vue, nos aînés, sur la colonisation. C'est-à-dire que c'est par le cheminement de l'image, et de la littérature bien entendu, qui a été aussi extrêmement présente, et quand je dis image, j'intègre le cinéma, que les Français vont penser l'entreprise coloniale. Et donc avoir un point de vue sur l'entreprise coloniale, la soutenir ou s'y opposer. C'est fondamental parce que si on avait un phénomène qui permettait de le voir de ses propres yeux, vous n'avez pas le même rapport à quelque chose que vous voyez, même s'il y a de la propagande, pour vous faire un jugement. Là, la majorité des Français se sont contentés de voir ces images. Et ça n'a pas été que des images fixes avec le cinéma, et ça n'a pas été que des images mortes, puisque ces images se sont transformées en réalité avec les grandes expositions coloniales universelles. L'expo de 31 dont on parlera tout à l'heure, le titre c'était Un voyage en un jour. On faisait le tour du monde en un jour. Et les Français avaient l'impression de voir leur empire en une journée en allant se promener à Vincennes, qui est, je le rappelle, d'ailleurs c'est très étonnant parce que quand on demande à des jeunes lycéens de travailler sur les grands événements du siècle, très peu de ces jeunes lycéens, et je pense même beaucoup de leurs enseignants, vous mettraient sur les 5 premiers événements du siècle l'exposition coloniale. Alors c'est pas le 5e, c'est pas le 4e, c'est pas le 3e, c'est pas le 2e, c'est le 1er. Il y a eu plus de monde à l'exposition coloniale que de gens dans la rue en 98. Et après, la plupart d'entre nous, on y était en 98. Je pense que peu d'entre nous étaient là en 45 pour la libération du pays ou pour l'armistice. Mais en termes d'événements massifs pour le XXe siècle, c'est l'événement qui va fédérer le plus de Français en un lieu unique, pendant un temps donné, pour un objectif commun. Et pourtant, nous ne percevons pas cet événement aujourd'hui comme un des lieux de mémoire de notre mémoire collective. Et une expo coloniale, c'est pas la réalité de là-bas, c'est une réalité, on va dire, recomposée, c'est une immense fake news, puisque c'est de la propagande et on fabrique le message qu'on veut fabriquer, et en même temps, on a l'impression de croire ce qu'on a vu parce qu'on y a été. Et quand on a été à l'expo, ce qu'on a vu au propre vrai. Donc travailler sur l'image coloniale, travailler sur ses imaginaires, travailler sur la manière dont la colonisation a été mise en scène,
c'est de s'interroger sur la manière dont c'est constitué, en fin de compte, la légitimité coloniale. Et puis en même temps, c'est aussi s'intéresser à ce qui est montré dans ces images. La propagande coloniale, ce n'est pas une propagande neutre. Alors elle est très particulière. Si vous prenez une image fasciste italien ou stalinienne ou nazie, vous ne mettrez pas une image du Troisième Reich sur votre cheminée. Ça ferait un peu bizarre quand on rentrerait chez vous. Par contre, une image coloniale, elle fonctionnait sur quelque chose qui est incroyable, c'est l'exotisme et la beauté. Donc en plus, elle a un côté esthétique, qui n'était pas simplement une brutalité de la mise en scène de l'entreprise coloniale, bien au contraire. C'était beaucoup plus du esthétisme, des couleurs, des chromies, des paysages, qui invitaient au voyage. Donc c'est une propagande qui est belle. Ce qui n'est pas, d'ailleurs, quand vous entendez le mot, on se dit que ces deux mots, normalement, ne devraient pas aller ensemble. Et pourtant, c'est ce qui fait la force de cette propagande, c'est qu'elle a fait rêver. D'abord, elle a fait rêver parce qu'il fallait que des gens s'engagent pour aller aux colonies, mais pas seulement, ça c'est plutôt les affiches militaires, et quelques affiches sur les administrateurs civils, les enseignants ou les missionnaires, mais en tout cas, elle nous parlait d'un rêve d'ailleurs. Et elle faisait fonctionner cet imaginaire pour ceux qui, justement, savaient de manière pertinente qu'ils auraient très peu de chance dans leur vie d'aller aux colonies, du moins jusqu'aux années 30. C'est un peu différent avec ce qui s'est passé après avec l'Algérie, avec les appels. Donc, travailler sur ces images, c'est se questionner sur, en fait, ce que les gens ont vu. Et quand vous interrogez maintenant le présent, et quand vous voyez tous les débats extrêmement polémiques qui peuvent exister autour de la manière dont on doit penser le passé colonial, s'il y a un sujet d'histoire en France qui fait polémique aujourd'hui, c'est certainement l'histoire coloniale avec celle de l'esclavage, puisque c'est un des derniers grands tabous de la manière pour la République de regarder son passé. Dans les hiérarchies des événements qui font débat, la colonisation est certainement un des débats les plus prégnants, et qui fait encore aujourd'hui que vous avez une opposition frontale sur la manière de regarder ce passé, de le juger, de poser un point de vue dessus. Et puis il s'est passé quelque chose que personne n'avait du tout prévu, c'est que 60 ans après les indépendances, dans ce pays, vivent des gens qui étaient des deux côtés du miroir colonial. Autant dire que si on avait demandé à un administrateur colonial en 1900 qui regarderait ces images 120 ans plus tard, il n'aurait jamais imaginé que dans ce pays, il y ait des gens des deux côtés du miroir colonial qui vivent dans ce pays. Donc, nous avons affaire à une histoire qui est complexe, parce que quand vous prenez une image comme celle qui est là-haut, je ne peux pas avoir le même rapport neutre que celui qui peut avoir le sentiment d'être représenté. On peut débattre, prendre de la distance, se pousser à prendre cette distance nécessaire de celui qui analyse des images, mais il n'empêche, si vous mettez l'affiche Banania, celui ou celle qui est noir n'aura pas le même regard sur cette affiche, parce qu'il va se sentir quelque part descendant de cette image, et celui qui est blanc, un peu comme moi, et petit breton, il ne va pas vraiment avoir le même ressenti, il va plutôt penser à celui qui a créé l'affiche de Andréis que de penser à Banania dans sa manière de regarder l'image. Parce que l'image, elle fabrique aussi du comportement, de l'héritage, de la manière de se posturer face à ces images. Et ces images n'étaient pas faites pour les Africains, pour les Indochinois, pour les Antillais, même si quelques affiches et quelques sujets ont été mis à la Réunion, aux Antilles, en Guyane, du moins dans les vieilles colonies, elles étaient avant tout destinées aux métropolitains. Elles étaient faites pour les métropolitains, par les métropolitains. Je dis bien, mais à part quelques exceptions d'affiches qui ont pu être diffusées, documents, brochures et photos, la plus grande majorité fonctionnait là. Enfin, dernier sujet qui est fascinant dans la propagande, c'est que vous avez tous en tête, si vous avez vos enfants à la maison, vous faites une leçon d'histoire et que par exemple vos enfants tombent sur l'histoire de l'Allemagne nazie, vous allez leur expliquer qu'il y avait de la propagande. Et que les images que vos enfants voient dans les manuels, sur lesquels ils doivent travailler, à déconstruire, vous allez parfaitement bien leur expliquer que c'est une propagande d'État organisée par un État et un parti nazi qui tient un discours pour légitimer ce parti nazi et qui doit faire une propagande pour le faire. Si vous avez un cours sur l'Italie fasciste, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup dans l'enseignement en France de l'histoire, vous allez à peu près avoir le même réflexe. Et si vous devez parler de l'Union soviétique, vous pourriez expliquer les images telles qu'elles sont montrées à travers une monstration propagandiste. Parce que vous avez cette habitude pour décrire historiquement les images de ces pays dont vous savez que la propagande a été un des moteurs de la structuration de ces États et de ces régimes. On vous l'a appris. Déjà, après regarder les images par exemple, de la société américaine et commencer à déconstruire ce qu'est la propagande pour des pays comme les États-Unis, c'est déjà un petit peu plus dur parce qu'on n'a pas forcément affaire au même mécanisme. Mais si on vous annonce que ces images françaises ont été produites par une agence de propagande des colonies, déjà vous ne l'avez pas appris à l'école. Vous ne savez pas qu'il y avait une agence de propagande des colonies où vous aviez 50, 60, 70, 80 fonctionnaires qui arrivaient tous les matins et dont le job était de faire des images.
Cette agence, elle a été balbutiante pendant une trentaine d'années à la fin du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Elle s'est structurée en agence économique d'économie à partir de 1920. Elle sera démontée en 1956-57 en pleine guerre d'Algérie, quand directement la présidence du Conseil français prendra le relais de cette propagande en lançant une propagande globale à la fois militaire et civile. Et ces images continueront à servir jusqu'aux années 80 pour ce qu'on appelait la coopération. Pourquoi changer les images? Puisqu'en fin de compte, on peut leur faire tout dire. Ça dépend comment vous les mettez en scène. Par définition, puisque bien souvent ces images, pas les images illustrées, mais les images photographiques sont vraies. Enfin vraies. C'est un angle, c'est un regard, c'est une manière de mettre en scène quelque chose pour l'auteur. Donc, regarder ces images, c'est s'intéresser à plein de sujets. Et notamment un sujet que je disais tout à l'heure qui est fondamental, quand les gens parlent en bien ou en mal, en déconstruisant ou non, avec nostalgie ou plutôt esprit critique de la colonisation, très souvent, si vous écoutez bien ce qui est dit, on va reprendre les vieux schémas de ce qu'a produit la propagande coloniale pour discuter. Mais tu oublies les ponts, les routes, les écoles. Alors les trois pivots maximum de la propagande. Ça, j'ai un peu oublié les ponts, mais on est dans ce qui a été quelque chose qui a été d'une répétition incroyable, au point que les Français étaient persuadés qu'il y avait plus de ponts, plus d'écoles, plus d'hôpitaux en Afrique, en Indochine et aux Antilles qu'en France. Tellement on a pu en voir. Et la propagande, ça a ce mécanisme qui est simple. Si on fait de la propagande, c'est que ça marche. Sinon, on ne peut pas. Et qu'à l'époque, cette propagande en plus, elle appuie sur des sujets qui sont extrêmement simples. D'abord, elle appuie sur un sujet qui est d'une évidence absolue, c'est la fierté. La fierté de posséder un empire. Alors, vous allez me dire, en quoi ça atteint l'ego de l'individu? Alors l'individu, déjà, je vous rappelle que quand on commence à lui parler de ça, il a 6-7 ans, il est à l'école, et il y a une carte au mur avec des tâches. Et on lui dit, c'est à toi. Ah oui, ça commence comme ça, hein. C'est la fierté cocardière. Alors on peut être trouvé complètement débile, la fierté cocardière, et puis pour un jeune enfant, un jeune garçon, une jeune fille de 7, 8, 9 ans, se dire que tout ça c'est la France, c'est quelque chose qui fonctionne, surtout que l'enseignant, qui est celui auquel on croit, vous emmène à l'expo coloniale. Ou avec la ligne maritime et coloniale, vous fait faire la semaine coloniale, la quinzaine impériale, vous fait travailler sur la reproduction des timbres coloniaux, vous fait dessiner les bienfaits de la mission civilisatrice amenée dans les colonies par la France. Donc, vous apprenez deux choses, que la France est grande, les taches roses, et généreuse. N'importe quel individu normalement constitué, pire fierté d'apprendre qu'on est grand et généreux. Il n'y a aucune raison qu'on se dise « j'ai pas envie d'être grand et j'ai pas envie d'être généreux ». C'est déjà la réflexion analytique qui pousserait à être en contradiction avec ce qui est, je dis bien, le discours porté par l'enseignant, le discours porté par la République, le discours porté par les bâtiments publics, le discours porté dans une gare quand vous voyez des affiches pour vous engager. La violence est absente de ces images. Ce ne sont pas des images de domination. Elle est subtile, l'image de domination. C'est ça que je vous laisse ça là tout à l'heure. C'est une image de domination. Mais au premier degré, c'est une image exotique. En même temps, on sait tous qu'aucune jeune femme au sein nu, à Bordeaux, décharge des bateaux. Donc, si un illustrateur met une jeune femme noire au sein nu, c'est bien pour faire passer un autre message que la réalité du port de Bordeaux. Et s'il met tous ces personnages sur ce port, c'est qu'il veut nous tenir un discours sur la grandeur coloniale de la France. Si vous regardez bien, vous avez à peu près tous les territoires coloniaux illustrés à travers ça. Vous avez l'Afrique noire qui est présente, vous avez le Maghreb, Moyen-Orient, et vous avez certainement quelqu'un dont on ne sait pas trop s'il est du sud algérien ou touareg, et enfin vous avez l'Indo-Chinois derrière. L'Empire et sa grandeur, la puissance économique avec le port, les couleurs qui n'ont rien à voir avec Bordeaux, mais qui nous font penser aux colonies. Regardez comment c'est chatoyant et merveilleux, et surtout la puissance économique avec ces hommes derrière qui œuvrent, qui est incroyable, parce que vous avez une image fantastique où en gros ceux qui ne travaillent pas, c'est les indigènes, et ceux qui bossent, c'est les blancs. Et tout ça marche très bien, et tout ça est beau, et tout ça appelle le public en 1923 à l'exposition coloniale de Bordeaux. Parce qu'en plus, elle sait une fonction, une affiche, c'est pour vous attirer, pour vous vendre quelque chose, la publicité, pour vous faire passer un message, et quand il y a un spectacle, pour que vous alliez au spectacle. Et l'exposition, si c'est que des panneaux économiques pour vous vendre des cours de développement ou de la production du coton, personne ne vient à une exposition pour voir des cours sur la production du coton. Ou alors, il faut être très maçon. Par contre, vendre de l'exotisme, comme vous n'allez pas en colonie, vous y allez. Vous allez voir le village noir.
Vous allez voir le village de Chinois reconstitué. Vous allez voir la mise en scène des produits coloniaux. Vous allez participer quelque part, parce que c'est aussi ludique, à une propagande que vous ne percevez pas comme une propagande. Et puis vous emmenez les enfants, parce que c'est distrayant. Et parce que les enfants, c'est une leçon de choses. Et en plus, parce que l'enseignant l'a recommandé. Et si ce n'est pas vous en tant que parent qui l'emmenez, c'est l'enseignant qui va emmener la classe. Et qui d'ailleurs va demander aux élèves, comme les jeunes qui sont encore dans cette cour en train de s'amuser avec leur cahier, si vous êtes venus, vous avez pu les voir, ils vont leur demander de redessiner la hutte africaine, de travailler sur les chapeaux indo-chinois, de regarder les produits qui viennent par exemple d'Indochine avec le riz, de découvrir de l'ananas, et donc quelque part de repartir en se disant c'est grand, et j'en suis fier. Ça sert à ça, la propagande. Et cette propagande, elle a été, par étapes, on va y revenir, stratifiante, elle n'a pas tout le temps été la même. L'État français n'a pas tout de suite conçu cette propagande de la même manière au 19e qu'au 20e. Elle s'est, comme toute propagande, perfectionnée, elle s'est adaptée aussi à ses supports. C'est-à-dire qu'avant le temps de la photo, la propagande ne fonctionnait pas sur le même code qu'avec la photo. Puis avec le cinéma, elle n'a pas du tout fonctionné sur la même matrice. Et puis avec les grandes expos universelles, elle rentre dans une dynamique. Tout ça fait que la propagande sait s'adapter. S'il y a bien quelque chose qui est une évidence, c'est qu'un propagandiste, c'est par définition quelqu'un qui se pose la question de ce qu'il émet, mais aussi de la perception. Et si on fait des affiches de recrutement, maintenant que vous commencez à rentrer dans le mécanisme, c'est qu'on a du mal à recruter. Pourquoi voulez-vous faire une affiche de recrutement pour les soldats s'il y a assez de soldats pour partir en colonie? Ah, ne vous en faites pas, hein. C'est mécanique. Hein. Si vous avez 3 fois plus de demandes que de places, vous ne faites plus d'affiches. Si vous avez autant d'affiches, engagez-vous dans la coloniale, c'est qu'on a beaucoup de mal à trouver des soldats, des administrateurs, des fonctionnaires pour aller en colonie. Parce que la perception de la colonie, nous aujourd'hui, on a un sentiment qu'il y a une opinion publique qui a été relativement stable sur le ressenti de qu'est-ce qu'était l'Empire, pas du tout. À la fin du 19e siècle, on serait descendu tous là dans la cour et on a interrogé les gens sur l'Empire. La plupart des gens vous auraient montré un désintérêt absolu à la question, c'était lointain. Si vous étiez tombé sur un paysan, il aurait été totalement opposé à la question de l'Empire parce que c'était des produits en concurrence sur le vin, des produits en concurrence sur le blé, des produits en concurrence sur les pots, et des produits donc qui venaient beaucoup moins chers que les produits que lui produisait. C'était perçu pour un paysan à l'époque ou un viticulteur comme antinomique avec ses intérêts personnels. Et puis si vous aviez interrogé un monarchiste ou un nationaliste, qui à l'époque sont opposés à l'Empire, parce qu'il vous aurait dit l'Alsace et la Lorraine. Beaucoup plus important que d'aller au bout du monde pour des colonies. Donc c'est pas aussi simple que l'on peut l'imaginer, et s'il y a eu une propagande, c'est qu'il a fallu à la fois convaincre ceux qui n'étaient pas convaincus, intéresser ceux qui ne s'y intéressaient pas, et guider sur un type de propagande ceux qui, quelque part, n'avaient pas forcément une opinion posée. Pourquoi? Parce qu'il reste un paramètre, un mot que je n'ai pas encore prononcé depuis le début, tout ça se passe en France, au cœur de la République. Et la République, elle a par définition des idéaux. Elle a par définition des paradigmes qui la fondent. Elle a des héritages. On va parler essentiellement de la Troisième République, même si je vais parler après de la Deuxième et de la Première. Mais dès la Première, d'ailleurs, la question se pose. Ces terres ultramarines, même s'il y a eu l'abolition de l'esclavage, doivent-elles être soumises aux mêmes droits que la métropole? La réponse est non. La Deuxième République amènera la deuxième abolition, et une nouvelle fois répondre à la question, ces terres coloniales sont-elles assujetties aux mêmes droits que l'Hexagone? La réponse est non. Et enfin, la Troisième République ira beaucoup plus loin. Ces terres et ces hommes, et ces femmes, sont-ils ou sont-elles assujettis aux mêmes droits et devoirs que les métropolitains? La réponse sera non. Comment une république fabrique un système en donnant le sentiment qu'il est en phase avec ses valeurs? Je rappelle que la République française a un tout petit particularisme au monde, c'est le pays du droit de l'homme. C'est un petit détail, mais qui fonde quand même son identité politique. Et en plus, la Troisième République, je vous le rappelle, se perçoit et se met en scène comme héritière de la Révolution. Je rappelle que l'un des plus grands événements de la Troisième République, c'est en 1889, c'est la commémoration du centenaire de la Révolution, qui fera l'objet d'une exposition universelle avec un petit objet que vous connaissez tous, qui est le symbole de la France, qui s'appelle une tour Eiffel. C'est pas rien. Donc, comment le pays des droits de l'homme va matricer la question coloniale, qui devient un élément fondamental de sa dynamique nationale, puisque l'étendue des terres progressives sous la Troisième République, en gros, pratiquement tous les 5 ans, l'Empire double de surface. Elle va hériter du Second Empire de Napoléon III, 1 million et quelques de kilomètres carrés colonial, et après, par vague, l'Empire va doubler. Pour atteindre
plus de 12 millions de kilomètres carrés dans l'entre-deux-guerres. Vous voyez que c'est un mécanisme titanesque. Il faut le légitimer, mais c'est aussi une source de puissance pour la République, qui répond aux nationalistes, aux monarchistes à travers ça, en disant la République est grande et elle s'étend. Et la France est beaucoup plus grande avec elle. Donc il y a un discours, il faut justifier à la fois la complexité d'amener une mission civilisatrice qui serait en phase avec les droits de l'homme, en gros, amener les indigènes à la lumière, et de l'autre côté, arriver à faire ce qui est par définition la définition même, comme dirait Césaire, du colonialisme, garder un système inégalitaire. Parce que sinon, c'est plus du colonialisme. Si vous commencez à donner les droits électoraux, les devoirs, la liberté, le service militaire et le droit de posséder des terres à des indigènes, c'est plus des indigènes, ça s'appelle des citoyens. Donc c'est plus du colonialisme. Donc il faut quand même un moment choisir. Bah, la République va choisir. Elle va fabriquer un système dont on a tous oublié aujourd'hui qu'il est rentré dans le droit français, qui était un système, en fin de compte, qui reposait sur 3 piliers. Il y avait des citoyens, et vous le savez comme moi, mesdames, qu'il y a eu un peu de temps pour que les hommes arrivent à comprendre que dans la citoyenneté, les femmes avaient le droit de vote, puisque c'est pas arrivé tout de suite. Donc déjà, dans la citoyenneté, vous aviez une hiérarchisation interne du principe même d'être citoyen, mais vous avez en gros des citoyens. Vous avez à côté des citoyens des étrangers. Qu'est-ce qu'un étranger ? Bah, la définition d'étranger, elle est assez simple. C'est quelqu'un qui, quand même, par la naturalisation, peut devenir français. Ça peut prendre plus ou moins de temps, ça peut être plus ou moins difficile dans le vécu, mais dans le droit français, à partir des années 1889, le principe de naturalisation va être extrêmement dynamique, puisqu'il faut faire quoi ? Bah, des soldats. Pourquoi ? Bah, parce qu'on est en déficit démographique avec l'Allemagne, et qu'on se doute bien qu'on va recommencer une guerre. C'est la priorité des élites politiques de notre République. Et à ce moment-là, ils tranchent. Qu'est-ce qui reste ? Je rappelle juste un petit détail. En 1927, il y a 41 millions de Français et 70 millions d'indigènes. Donc c'est la majorité. On ne parle pas d'une minorité dans la République. On parle d'une majorité. Et bien là, on décrète qu'ils ne sont ni citoyens, sauf pour quelques-uns, de manière exceptionnelle, les vieilles colonies. Et encore, je rappelle que le service militaire obligatoire a été imposé aux métis et aux noirs en 1912 et 13 aux Antilles. Donc ils sont des citoyens de seconde classe qui ne donneront pas leur sang pour la France, puisque armer un noir était perçu comme dangereux. Petit détail, qui est extrêmement intéressant dans la perception même de la citoyenneté, mais 92% des indigènes ne sont pas en accès à la citoyenneté, sont donc des personnages secondaires dans le droit, et même secondaires par rapport aux étrangers, puisqu'ils n'espèrent même pas pouvoir atteindre la naturalisation, puisque par définition, l'indigène est fait pour rester indigène. Si vous étiez des lycéens, je vous poserai la question, quel est le devenir d'un enfant qui naît de parents algériens à Bordeaux, en 1920 ? Il reste algérien. Le droit du sol ne s'applique pas sur les indigènes. Je vous rappelle que l'histoire du droit du sol en France est censée avoir duré à peu près un siècle et d'avoir été le principe même de la citoyenneté française à partir, en gros, de la Troisième République. Et bien, l'indigène subsume, dépasse le principe du sol. Donc, et ça fonctionne à partir de quoi ? Comment vous pouvez rendre légitime quelque chose qui est anachronique avec le principe du pays des droits de l'homme, où tous les hommes et les femmes seraient censés être égaux ? Les images. Pourquoi ? Ben, vous démontrez qu'ils ne sont pas comme vous. Pour être égaux, il faut être pareil. Ah oui, c'est mathématique. Et bien comme ils ne sont pas pareils, ils ne peuvent pas encore être égaux. Ils le deviendront peut-être, 1000 ans, 500 ans, on ne sait pas. Et surtout que la République, dans sa dialectique, le met en scène, elle fait ce que les Anglais n'ont jamais fait, ce que les Hollandais n'ont jamais fait, ce que les Belges n'ont jamais fait, elle parle de la mission civilisatrice. C'est-à-dire qu'elle va mettre en scène, à travers Marianne, à travers des images grandiloquentes, à travers la République qui libère. Je rappelle que l'image emblématique que, a priori, tous vos grands-parents ont eu à l'école, alors tous, hein, c'est Brazza qui libère les Noirs au compte. Brazza, il ne colonisé pas, il libère. C'est fantastique. Il arrive, on touche le drapeau français, on est libre. Ok, t'es libre, maintenant tu deviens indigène. On va t'expliquer pourquoi. Mais tu es passé dans un état positif. Et quand je dis positif, c'est fondamental. C'est fondamental parce que c'est la dialectique que les images mettent en scène en expliquant que dans l'immédiateté, vous ne pouvez pas être l'équivalent de citoyens français. Les plus illustres d'entre vous vont pouvoir y arriver, ça va servir d'exemple. Blaise Diagne, en Sénégal, Euguésip Légitimus, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma français, c'est le grand-père de Pascal Légitimus, député de la Guadeloupe qui arrive au Parlement français en 1906, et d'un seul coup, on a quelques exemples dans la République
qui sont ce qu'on va appeler plus tard des évolués, et qui est l'exemple parfait de ce qu'on appelle le filet à papillons. Tous les papillons restent dedans, sauf quelques-uns, plus brillants que les autres, qui traversent les mailles. Et les mailles, c'est la démonstration que l'assimilation fonctionne, et donc que la mission civilisatrice est efficace. Mais pour que les gens croient ça, c'est très compliqué, il faut le montrer, il faut le mettre en scène, il faut à la fois montrer la différence, mais il faut aussi montrer la potentialité. Et puis il faut être persuadé que l'autre est un sauvage. Comment vous faites pour que l'autre soit un sauvage? Je vais revenir en avant, en arrière. Juste, je m'arrête sur cette image qui est géniale. Si aujourd'hui vous montrez ça dans une classe d'école en Guadeloupe, en Martinique, vous arrivez à comprendre, au bout de 5 minutes, vous avez 3-4 gamins qui ne sont pas du tout d'accord avec vous sur la lecture de l'image, vous arrivez à comprendre pourquoi sur la place de Fort-de-France, on a décapité Joséphine et fait tomber la statue de Schœlcher. Je m'explique. Pour un Français, de métropole, cette image a emblématisé dans à peu près tout, les livres, les expos, la manière dont la République apporte, donne, vous choisissez votre mot, la seconde abolition de l'esclavage. Donc vous voyez la République représentée par ce personnage emblématique, symbolisé derrière lui par le drapeau français. Bien sûr, les populations hier esclaves sont libérées. Plan cap. C'est l'image que vous venez de voir. C'est le discours qui est tenu. Et c'est d'ailleurs l'allégorie qui est proposée. Et c'est la commande qui est faite pour ce tableau. C'est raconter comment la République, via l'action de Schœlcher, prend conscience, en gros, de situation inacceptable de l'esclavage. Donc il faut illustrer ce côté où la République, quelque part, abolit. Alors le terme en lui-même montre bien que là, c'est la République qui décide d'abolir l'esclavage. Aujourd'hui, quand vous avez des jeunes, avec qui je ne partage pas le point de vue, parce que je ne suis jamais trop pour détruire du patrimoine, parce que je pense que ça sert à faire des cours, ça pourra expliquer demain. Bon, je suis arrivé un peu en retard en Martinique. Alors, très intéressant, un petit détail. Tout le monde pense que ce qui s'est passé en Martinique sur la déboulonnage, je l'appelle comme vous voulez, plutôt d'une démolition qu'un déboulonnage, de la statue de Schœlcher, c'est arrivé après le crime de Floyd aux États-Unis. C'était 48 heures avant, au Canada. Et ça faisait très longtemps que la statue de Joséphine avait été décapitée, reconstituée, redécapitée, redéplacée. Même Césaire s'était posé la question quand il était maire de Fort-de-France où la mettre. Donc c'est quelque chose qui est ancien. Cette statue, c'était pas Schœlcher. Beaucoup de journalistes en France n'ont pas compris pourquoi ces jeunes gamins qui militants qui ont été démontés de cette statue l'ont fait. C'est qu'il y avait à côté de Schœlcher un homme noir, un enfant, sur laquelle il y avait la main de Schœlcher qui était posée. Et pour tous les Martiniquais, c'est en omniprésence sur cette place centrale à Fort-de-France, il faut remercier le blanc de notre vie. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas, hein, c'est une image. Et cette image est bien inacceptable. Pourquoi? Parce que ça nie, ça fait oublier, ça évacue 500, 600, 700 révoltes en Martinique et en Guadeloupe, qui amènent quelque part à la libération des esclaves. Puisque la révolte n'apparaît pas. N'apparaît que le geste auguste. Et ce geste auguste, il est construit par l'imaginaire. Par un imaginaire qui fabrique quelque part une forme de légitimité dans le système colonial, de dire celui qui donne l'abolition, c'est en fin de compte le blanc. Je vais prendre comme vous voulez, on peut discuter pour 2 heures sur le blanchitude, hein, mais c'est quand même un blanc qui donne la liberté. Avec les 3 couleurs de la République. Donc c'est aussi le blanc qui te donne ton statut de demain. Et c'est le blanc qui décide si la mission civilisatrice sera aboutie ou non. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas franchir le filet à papillon, mais c'est quand même le blanc qui décide. Donc, les jeunes gamins de 18-19 ans, on les appelait un peu politisés et militants, considèrent que cette statue mérite d'être démolie. Parce que pour eux, c'est une image du passé qui continue à créer un vecteur d'insultes, de tromperie, de manipulation historique sur le présent. Et quelque part, c'est leur manière de répondre à cette peinture. Alors, ils ne vont pas au Louvre pour déchirer la peinture. Ils passent tous les matins devant la place. Donc le jour où ils peuvent la démonter, ils sont 250 pour la démonter, hein, il n'y a aucun problème. Hein. Et les petits Français de métropole, ils ne comprennent rien. Ils se disent, mais pourquoi ils sont attaqués à Schœlcher? Schœlcher, c'est quand même un canard. Il amène la liberté, il est pour l'égalité de tous. Oui, d'accord, mais Schœlcher, il est aussi pour la colonisation. Donc c'est compliqué. Parce qu'à l'époque, en 1848, la colonisation, c'est positif. Ah oui, il n'y a que nous qui pensons aujourd'hui, parce qu'on a un peu réfléchi, qu'on a vu ce qui s'est passé, que la colonisation c'est négatif. À l'époque, la colonisation c'est positif. Vous allez sortir des ténèbres, des peuples qui y sont, et vous allez, d'une certaine manière, les amener à la lumière. Quand vous parlez de mission civilisatrice, que vous parlez des valeurs universalistes, et que vous parlez de la France qui porte ses valeurs avec la Révolution, c'est donc parfaitement en phase. Sauf qu'ils ne sont pas pauvres, ils sont dans les ténèbres. Donc il faut à la fois dire cette dialectique, et surtout il faut la montrer. Et quel est le bas qui blesse? C'est
de percevoir, comme sur cette carte postale d'Assus que vous avez là-haut, que je trouve tout à fait fantastique, la manière dont on caractérise les populations d'Algérie. Bon, vous en avez comme ça des centaines. Assus et Chani, c'était des grands dessinateurs de l'Algérie, genre 1895-1910, qui faisaient à la fois des caricatures, vous le voyez parfaitement là, totalement stéréotypiques, très populaires. Bon, ça, c'était vraiment les cartes postales que les Français adoraient envoyer en métropole. Que d'ailleurs, le cinéma, si vous regardez à un moment les scènes de Pépé le Moko, regardez Pépé le Moko et arrêtez-vous au ralenti sur les 14 premières minutes du film. Ça commence par un cactus, le danger, l'Afrique, boum, et après, vous avez toutes les populations, les unes après les autres dans la cascade. C'est exactement le même principe que la carte postale. C'est déjà de raconter que de l'autre côté des mers, il y a des populations différentes. Ah oui, je vous rappelle, le point de départ, personne y va. Donc, c'est un peu comme chez Disney, hein, on ne vit pas chez Mickey. Donc, si on veut croire à l'histoire de Mickey, il faut qu'on nous la mette en scène. Donc, d'abord, on nous met en scène par l'image des blobs étranges. Là, c'est en tout petit, je vais me lever, et ce que vous avez là, qui est certainement un des pires ouvrages qui a été publié à la fin du 19e et réédité une quarantaine de fois, qui s'appelle L'art d'aimer aux colonies. Parce que bien sûr, on n'aime pas aux colonies comme on aime ici. Et pour celui qui s'engage aux colonies, il sait qu'il va avoir une vie de rêve. Alors, c'est par hasard, c'est sur toutes les affiches quasi militaires, vous avez une jeune femme qui est représentée, à côté des cocotiers. Parce que ça fait partie du paysage. B, vous imaginez, on est dans une société prude, et vous avez une jeune femme nue sur la couverture d'un livre qui va être vendu. Ça va être une jeune femme blanche, ce livre aura été qualifié de pornographique, donc non vendu, vendu sous le manteau. Là, c'est une jeune femme indigène, donc il peut être en couverture. C'est pareil pour les cartes postales. Si vous avez une carte postale dans les années 1910 d'une jeune femme blanche, vous ne la postez pas à la poste. C'est pas possible. La poste refuse. Si c'est une jeune femme africaine, maghrébine ou asiatique, il n'y a pas de problème. Le corps de la femme, de l'homme aussi, je vous rassure messieurs, le corps de la femme n'a pas la même valeur au regard de sa couleur et de son statut. Y compris pour un postier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand-oncle qui est à Hanoï, qui poste une carte postale, qui en plus doit s'amuser à mettre 3 informations grivoises dessus, parce que sinon, quel est l'intérêt d'envoyer une carte postale grivoise si vous n'écrivez pas quelque chose de grivois sur la carte postale grivoise? Il va l'envoyer. Ça va être vu par 2 ou 3 postiers. Ça va arriver en France. Ça va être vu par celui qui, dans le village, dans la petite ville, récupère et va distribuer en postier la poste. Et puis, si ça se trouve, c'est un petit gamin de 10 ans qui ouvre la porte et qui récupère, je vous rassure, les cartes postales, ne voyageaient pas en enveloppe à l'époque, hein, pour ceux qui ont oublié. Il récupère la carte du grand-oncle, qu'est-ce qu'il voit? Une femme nue dessus, c'est génial, il la donne à son grand-père, ou à sa grand-mère. Tout va bien. 27 millions de cartes postales circulent entre les colonies et la France par an. Et oui, non, mais au quotidien, là, c'est pas pour un grand détail. Hein. Sauf que, ce que génère la censure, ce que génère le droit, ce que génère la manière de penser, le regard de l'autre, vous fabriquez un autre qui n'est pas normal. Et pour en être vraiment persuadé, vous devez dire en gros, ce qui est à peu près ça, si vous expliquez qu'il y a des civilisés, c'est mathématique, c'est qu'il y a des sauvages. Sinon, civilisé n'existerait pas. Le civilisé ne peut être que le positif du négatif, et le négatif, c'est le sauvage. Donc s'il y a des civilisés, donc des gens qui font partie de la civilisation, des gens qui auraient une culture, des gens qui auraient, par définition, eu un héritage de cette culture, qui la partageraient pour vivre ensemble, il y a un autre qui n'en a. Et comment vous fabriquez cet autre, à l'image fantastique, on vient de le dire, mais elle ne suffit pas. Il faut que le public soit convaincu. Et comme le grand public ne va pas forcément lire les traités d'anthropologie des Gustave Le Bon, des Vacher de la Pouge, des Gobineau à l'époque, Gobineau il tire 3500 exemplaires de son traité raciste, hein. On ne peut pas dire que ça a touché les foules. C'est pas Éric Zemmour, c'est beaucoup plus bas. Donc, vous avez quelque chose qu'il faut faire, c'est en plus pour des gens qui, je le rappelle, ne voyagent pas. Ben, vous leur ramenez les colonies ici. Alors, vous allez me dire, comment ils ont pu croire à une telle fourberie, fantasmagorie, ces exhibitions qui vont être faites. Mais vous seriez pareil, hein, si vous annoncez demain matin qu'il y a des petits hommes verts qui viennent d'arriver, qu'on les exhibe au pied des éléphants, là, vous allez les voir. Hein. Bah oui, tout ce que vous n'avez pas vu, vous allez voir. Parce que vous êtes curieux. Et que le premier sentiment de l'humain, c'est la curiosité. Je t'invite à voir ce que tes yeux ne verront jamais, et tu sais que dans ta vie, tu ne les verras jamais. On n'est pas autant d'immigration, la guerre de 14-18 n'a pas encore eu. Donc, on va inventer ce phénomène incroyable, pas qu'en France, hein, en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Vous connaissez Buffalo Bill aux États-Unis, ben c'est la même chose. Les Japonais vont avoir leur village ethnique, avec les Ainu, vont exhiber toutes les populations qui vont vouloir connaître. Et nous, les Français, ben, on va faire comme tous les autres, on va inventer l'exhibition, on va faire venir les populations indigènes, parce qu'en plus, c'est ça qui fait que les gens, je le disais tout à l'heure, vont aux expositions. Parce que s'il n'y a que des cours du coton, je parlais tout à l'heure, ben, personne ne vient.
Mais si on vous annonce qu'il y a une troupe, comme vous voyez là-haut, qui vous reconstitue tout le Moyen-Orient, ou si vous avez les derniers Caraïbes avant qu'ils disparaissent, qui viennent, les derniers Galibis affichés, vous allez au-dessus, vous allez au jour de l'acclimatation, ou vous allez, comme ici, voir les sauvages. 1904, village noir, première attraction du premier quart de siècle, à Nantes. 127 000 visiteurs. D'accord? Et on y va en famille. Et on y retourne plusieurs fois. C'est logique. On va vous annoncer le couronnement du roi Makoko. On va vous annoncer qu'il va y avoir la prière à la mosquée. Vous allez voir des joueurs de dames sénégalais, des lutteurs sénégalais à 16h qui vont... Vous y allez. Parce que vous savez que vous ne verrez jamais ça. Quand vous passez, il y a un souk en plus. Vous allez pouvoir ramener des images. Vous allez acheter des souvenirs. Vous allez voir les gens d'Afrique. Un moindre fan. Ça fabrique, sans même que vous vous en rendiez compte dans un moment ludique, à la fois du rêve d'ailleurs, et puis cette croyance de quelque chose qui au départ est théoriquement très complexe. Eux, nous. Quand vous êtes visiteur, vous n'êtes pas visité. Au même moment, je vous rassure, à Nantes, il y a un village breton. Je suis breton, je parle un peu des Nantais, là, ça fait du bien de son temps. Et oui, s'il y a un village breton, c'est pas que les Bretons sont d'un exotisme similaire aux autres. C'est beaucoup plus subtil. C'est qu'on montre les derniers folklores qui doivent disparaître. Parce qu'on est à l'époque d'une république unificatrice, qui considère que même les langues régionales, et qui considère même que les spécificités territoriales, basques, occitanes, flamandes, corses, doivent quelque part disparaître, pour fabriquer une sorte de modèle commun de français. Et les Bretons sont sur l'aboutissement plus très lointain de devenir des petits Français normés. Les Sénégalais, le chemin est plus loin, mais le visiteur qui vient, il a un monde autour de lui qui trouve sa cohérence, il fait sa distance en tant que visiteur à l'autre, et il dit, bah oui, ces gens que je vois, ils sont pacifiés, sinon je ne pourrais pas les mettre dans l'enclos. Donc la République a fait du bon boulot aux colonies. D'ailleurs, elle les a ramenés. Si je ramène l'autre, c'est que j'ai autorité sur lui. Deuxièmement, il n'est pas comme moi. Il vit à moitié nu, il a plusieurs femmes, il fait des luttes bizarres de Sénégalais, on ne comprend rien à ce qu'il fait, il fabrique des objets un peu bizarres, il creuse des pirogues. Waouh! Et puis en plus, les enfants, quand vous jetez des pièces, ils vont dans la barre d'eau et vous ramenez la pièce. Il y a encore du boulot. Donc le mécanisme sur l'ensauvagement et la civilisation possible, il devient évident dans la mise en spectacle. Personne ne s'interroge à ce moment-là sur sont-ils conscientisés, parlent-ils français, pourquoi ils sont là, est-ce qu'ils sont payés, pas payés, leurs conditions de vie. On s'en fout, on vit au spectacle. Est-ce que vous, quand vous allez au théâtre, vous vous arrêtez à la fin du spectacle, vous allez voir l'acteur, il dit t'es à la CGT, je peux voir ta feuille de paye, tu lui expliques, non, personne ne le fait. Bah, ils sont au spectacle. Et vos arrière-grands-parents, comme les miens, ils étaient au spectacle. Mais dans ce spectacle, en dehors du divertissement, passe, comme par les affiches qui sont publiées à l'époque, comme par les cartes postales qu'on a en souvenir, comme, parce que vous voyez ici, que la dernière étape du mécanisme, les petites chromolithographies qui sont dans les plaquettes de chocolat que les enfants vont avoir. Vous en avez quand même un ici où il y a écrit le sauvage, on le voit manger du feu et des pics, et des clous, et là une petite fille qui lui offre du chocolat, un sauvage, au jardin d'acclimatation. Petit à petit, vous savez à quoi ressemble le sauvage. Vous savez ce que c'est le sauvage? C'est pas vous. Ah oui, vous êtes visiteur. Vous ne pouvez pas être un sauvage. Le sauvage, c'est celui qui est de l'autre côté de l'enclos. Donc, et dans le sauvage, il y a en plus des degrés de sauvagerie. Le Kanak n'est pas exhibé comme le Vietnamien, qui lui-même n'est pas exhibé comme le Libanais, qui lui-même n'est pas exhibé comme l'Algérien, qui lui-même n'est pas exhibé comme la Hottentote, la célèbre Vénus Hottentote d'Afrique du Sud, qui est montrée comme une sauvage, comme les aborigènes australiens. Parce que dans les sauvages, il y a une hiérarchie. Et ça, c'est les savants qui le disent. Donc si les savants le disent, que le professeur en parle, que vos parents vous emmènent voir ça, que les spectacles vous courent, en plus vous ne doutez pas. Qui peut douter que le sauvage n'existe pas alors qu'il l'a vu? Ah, c'est plus des images là. Hein. Et dans le même temps, toute une production culturelle fabrique de la légitimité d'être là-bas. Parce qu'il faut quand même arriver à démontrer pourquoi pour des terres. Il faut arriver à démontrer pourquoi c'est légitime, par exemple en Algérie, des colons récupèrent 40% des terres des Algériens. Vous avez un discours économique qui est la mise en valeur de ces territoires que les Algériens ne pouvaient pas mettre en valeur, en gros depuis Rome. Ça, c'est le discours un peu théorique, un peu intellectuel, un peu propagandiste. Puis vous avez un autre discours, c'est quand même mieux de récupérer des produits qui viennent de notre empire que de les acheter à l'étranger. Ah, ça c'est rationnel. Vous avez un dernier pays, de toute façon, ils ne seront jamais capables de faire fructifier leur terre. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Et tous les discours de l'époque, vous voyez par exemple de fantastiques affiches avec des ruines romaines, c'est pas juste pour faire l'archéologie. En gros, entre nous et Rome, il y a juste des barbares. Nous relevons, en Algérie par exemple, le bras armé de Rome qui avait fertilisé cette terre.
Et on vous rappelle que l'Égypte, l'Algérie, c'était les greniers à blé de l'Empire romain, et qu'il ne s'est rien passé entre-temps, et encore moins que l'Empire turc. Et la démonstration devenait aussi bien intellectuelle que littéraire, que politique, que logique, qu'esthétique, que, je dirais, tout simplement une démonstration qui fonctionne. Alors, dans ce long cheminement, je vais un petit peu en arrière, dans ce long cheminement, tout à l'heure je suis passé un peu vite sur la Vénus autantote qui était en bas, qui va initialiser, juste pour que vous l'ayez en tête, la Vénus autantote c'est entre 1810 et 1815, elle vient à Londres et à Paris, et elle va à peu près poser les jalons de ce que vont être après les eaux humains. On comprend qu'il y a un intérêt pour le public à venir, un intérêt d'ailleurs ambigu, mi-sexuel, pour ceux qui ont eu le courage d'aller jusqu'au bout de la forme du film de Keshish, qui est quand même un film super dur, une histoire, non, il est dur, qu'il a d'ailleurs peut-être un peu trop sexualisé dans son histoire, bon c'est un artiste, il fait ce qu'il veut, vous avez un peu ce double intérêt, et en même temps vous avez l'intérêt des savants, qui veulent à tout prix mesurer la Vénus autantote, qui vont d'ailleurs découper son corps à son décès, Cuvier, lorsque la France rendra en 2001 à l'Afrique du Sud après une loi, c'est des restes, très peu de restes, vous n'avez pas plus que dans cette bouteille, quand est rendu à l'Afrique du Sud, mais le mécanisme démarre, et petit à petit il va traverser le 19e siècle. En gros, vous avez de fortes probabilités que vers 1880-1890, vos arrière-arrière-grands-parents aient vu leur premier noir, leur premier asiatique, leur premier maghrébin dans une expo, dans un journal d'acclimatation, dans un zoo ou dans un cirque. Ils ne l'ont pas vu en allant chercher la baguette de pain. Et voir l'autre dans un espace d'exhibition, c'est pas un espace neutre. Surtout quand c'est votre premier contact à l'autre. Par définition, vous n'avez pas la télévision, vous n'avez pas le web, vous n'avez pas les réseaux sociaux pour arriver à faire un contre-discours. Puis l'autre, il ne parle pas beaucoup à ce moment-là. C'est rare que les indigènes et les agences de propagande pour lutter contre les propagandes officielles. Donc quand vous vous dites tout ça, vous vous rendez compte que petit à petit, par le discours, par l'image, par le spectacle, se fabrique une légitimité qui envoie des codes visuels que vont partager l'opinion. Ça ne s'est pas fait en une génération. Si vous étiez sur les premières générations d'images, je pense, vous la voyez assez bien, enfin assez mal d'ailleurs, pardon, l'image de Napoléon Bonaparte en Égypte. Alors, ce qui est génial, c'est que si j'étais aux États-Unis, je ferais une conférence sur la conquête de l'Égypte, que tous les Américains disent que Napoléon a voulu conquérir l'Égypte. En France, on parle de l'expédition, c'est fantastique. Et vous traversez l'Atlantique, vous avez deux discours totalement différents. Mais pas qu'aux États-Unis, j'aurais pu le faire au Brésil, ou si je suis au Japon. Pour tout le monde, c'est Napoléon, il n'a pas réussi à conquérir l'Égypte. Voilà, c'est fini, c'est terminé, c'est une conquête qui a échoué, c'est comme le Mexique avec Napoléon III, vous voyez, c'est fait. Ah non, nous on dit l'expédition aussi, et l'expédition. Alors nous les Français, quand on ne gagne pas un pays au final, on était en expédition. Et quand on l'a gagné, c'est du conquête. Voilà, en gros, c'est tout ça, c'est fantastique parce que les Français peuvent maintenant à comprendre ce truc-là. Parce que pour beaucoup de Français, l'acte napoléonien en Égypte, c'est pas un moment colonial, par exemple. C'est pas perçu comme un moment colonial. Alors que pour tous les officiers français qui vont l'accompagner et qui se prennent quand même une énorme pâtée en Égypte, la conquête, 30 ans plus tard, de l'Algérie, c'est la revanche de l'armée. Donc là, quand vous avez ces images grandiloquentes du libérateur qui apporte au milieu des masses musulmanes la lumière, l'allégorie commence, elle n'est pas encore structurée comme une propagande d'État colonial, puisque jusqu'alors, il n'y a pas eu besoin, avec la traite négrière, avec les comptoirs antillais, la propagande n'a pas besoin de fonctionner. Ce qui fonctionne, c'est les gens se disent, bon, c'est très lointain, ça ramène du sucre, quelques produits exotiques, du rhum, ça va, ce n'est pas encore une dialectique politique. C'est-à-dire que la notion d'empire, la notion de grande puissance coloniale, n'est pas une matrice forte. D'ailleurs, je donne toujours ça comme exemple à des étudiants qui me disent « Oui, mais monsieur, quand même, Bonaparte, il envoie les troupes à Saint-Domingue, et tout. En même temps, ils vont à la Louisiane et au Canada. » Je vous rappelle que la taille de la Louisiane à l'époque, c'est 24% des États-Unis d'aujourd'hui. C'est pas la Louisiane, l'État. Ce qu'on appelle la Louisiane, c'est 24% des États-Unis. Je dis d'autres qui m'a dit « Monsieur, il aurait dû la garder, aujourd'hui l'Amérique parle français. » Tout à fait. Ça aurait été possible. Ça aurait été possible. Donc, se dire que Napoléon Bonaparte était un impérialiste juste à l'aune de la manière dont il va à Saint-Domingue, futur Haïti, puis après en Guadeloupe pour mater la révolte des esclaves, est souvent un tropisme dans la manière de penser la politique impériale de Napoléon Bonaparte. La politique impériale, nouvelle génération, on va dire, après le premier empire de la traite, dont vous connaissez très bien l'histoire ici à Nantes, ça naît en réalité avec la conquête de l'Algérie. Et avec la conquête de l'Algérie, on va d'ailleurs justifier a posteriori, et vous voyez ces images grandiloquentes, hop, pardon, et là on est dans le temps de la photo d'Abdelkader, où là vous avez une image, vous pouvez dire, super photo. Ça c'est le premier, et c'est vrai, on est vraiment au premier temps de la photo. Hein. J'ai un trou de mémoire, mais je crois qu'on est en 1864, enfin que je vérifie, parce que je suis comme vous, j'arrive pas à lire les légendes là, mais on le verra tout à l'heure en bas. Mais cette image, elle ne raconte pas simplement une famille
sympathiques. D'ailleurs, vous voyez bien qu'ils ne sont pas tous de la même famille. Il y a un truc qui se passe. Vous avez des personnages assis, d'autres debout, ils sont côte à côte, vous avez un enfant. On raconte quoi là? La pacification d'Algérie quand Abdelkader se rend en France. Et devient d'ailleurs tout de suite l'ami de la France. Et ça se montre. Ça se montre qu'on a... Je rappelle quand même que la conquête de l'Algérie, ça ne s'est pas fait en 2 jours. Ça a pris 18 ans. Ok, le sud saharien ne sera pacifié définitivement qu'en 1910. Donc c'est un petit peu long. Mais ces images, en plus avec la photographie, quand Abdelkader est en France, qu'il est reçu par Napoléon III, ça fabrique du consentement que d'un seul coup, les indigènes posent les armes. Et ils ne posent pas les armes juste parce que l'armée française est brillante. Ils posent les armes parce qu'ils ont pris conscience de la lumière. Sinon, si c'est juste un acte guerrier, ok, vous donnez fierté à votre armée. C'est pas mal, parce que quelque part, ça donne de la grandiloquence, et la force militaire au XIXe siècle ne veut pas rien dire. Mais c'est beaucoup plus puissant de dire que l'autre s'est aussi rendu en prise de conscience. Et d'ailleurs, Napoléon III, quand il va recevoir Abdelkader à Paris, va recouvrir d'or le dôme des Invalides pour rendre hommage à l'islam. Donc il y a toute une dialectique et une mise en scène qui montre qu'il y a une forme de prise de conscience commune du bien fondé des valeurs du colonial. Parce qu'on respecte aussi les élites. Les élites sont assises et le colonisateur est debout derrière. Vous inversez tout le rapport de ce qui devrait être un rapport de domination. Habituellement, le serviteur noir ou arabe, il est plutôt debout derrière et le blanc est assis. Vous fabriquez exactement l'inverse. Donc vous donnez le sentiment qu'il est respectueux. Et pourquoi il est respecté? Parce qu'il s'est rendu. C'est un modèle. Pour ceux qui voudraient encore s'en révolter. Donc vous fabriquez quelque chose qui, alors bien sûr, je n'ai pas 40 millions de Français qui ont vu cette photo, qui ont pensé comme moi. Ils ont vu des milliers d'images. Ils ont été au zoo. Ils ont eu les cours à l'école. Ils ont eu en tout cas toute une dialectique qui, jusqu'au début du XXe siècle, va fabriquer strate après strate. D'abord, on va s'accoutumer avec l'Empire. On va apprendre à avoir des colonies. Et puis n'oubliez pas que la République, c'est un vaste débat. Ferry gagne que de 2 voix au Parlement français quand il veut engager des moyens pour l'Indochine. On n'est pas dans quelque chose où il y a l'unanimité des élites politiques. Et les élites économiques, certaines préconisent autre chose que d'investir dans l'Empire, parce que ça coûte cher. Donc il y a des vrais débats qui existent. Mais petit à petit, l'opinion commence à être bercée par l'Empire. Dire qu'elle est convaincue d'une manière absolue à l'Empire, ce serait faux, ce serait une erreur, puisque d'abord, l'opinion publique, ça ne veut pas dire grand-chose, on le sait maintenant, si vous prenez un bonapartiste, un nationaliste, si vous prenez quelqu'un qui est plutôt un républicain ou non influencé par les idées communards, il y a beaucoup de différences dans l'opinion publique entre un communard et un royaliste à l'époque. Donc, et y compris sur la manière de penser les colonies. Parce que pour beaucoup, les colonies, c'est encore une sorte de déversoir, comme le pensaient beaucoup les Anglais, de toutes les classes sociales dangereuses. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a inventé le bail, pas en France, mais aux colonies, et on envoie qui au bail? Les prostituées, les femmes de mauvaise vie, les communards, les anarchistes, les voyous. Donc les colonies, c'est aussi un dépotoir dans la tête des gens. Mais pas, il n'y a pas qu'à Bagne, à Cayenne, il y en a aussi en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut qu'on ait tout ça en tête pour se rendre compte que l'opinion, elle est encore en mouvement sur ces questions. Et puis ça ne se fabrique pas en quelques temps. Vous vous doutez bien que ce n'est pas une image comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure qui a sa couvre toute l'opinion. C'est un bain global qui amène petit à petit les gens à penser et à se poser la question de l'intérêt de cet empire. Et donc, on arrive en 1913. Et 1913, je ne vais pas faire une surprise pour vous tous, on se doute un peu en France qu'il va se passer quelque chose avec l'Allemagne. Il y a une forte pression pan-européenne, il y a une forte pression des alliances, il y a une montée en puissance du réarmement, en gros c'est la vengeance de 70, il y a en plus des alliances qui ont été passées maintenant entre les Anglais et les Français par rapport à ce conflit-là, et avec la Russie. Vous avez donc quelque chose qui fait que sur les empires du centre de l'Europe, Autriche-Hongrie et Allemagne, cette idée que la guerre est proche. Et avec une phobie absolue, la démographie. Nos élites politiques, si vous avez interrogé un homme politique à la télévision en 1912, le débat aura été tous les soirs au JT, la démographie. Faites des enfants, les Allemands ont 15 millions de gens plus que nous, et nous allons donc perdre. C'est encore l'époque où on pense le rapport de force entre deux nations sur le rapport démographique. Donc les Français disent, mais oui, nous on a une chance. Les Allemands ont un petit empire colonial, Togo, Cameroun, Rwanda, Burundi, puis quelques colonies du côté des Samoa. Nous on a un immense empire. Et va commencer à naître depuis 3-4 ans, notamment l'idée d'un homme qui s'appelle Mangin, la force noire, Panequin, lui c'est la force jaune, ils l'ont tout fait, toutes les couleurs, c'est on va appeler nos colonies
pour compenser le phénomène démographique face à nous. Et donc les Français vont commencer à se dire, ah, nos indigènes peuvent nous servir à autre chose. Pas simplement nous enrichir avec les produits, pas simplement les tacherons sur les cartes, nous aider à vaincre notre ennemi héréditaire. Et va commencer à émerger toute une imaginaire et toute une propagande qui va s'accompagner d'ailleurs d'enquêtes de terrain de l'armée française pour aller voir tel ou tel type de population peuvent-ils ou non être recrutés pour l'armée, ce qui va faire des vastes campagnes 1910-1911. C'est pas nouveau. Moi, il m'arrive très souvent d'être interrogé par des gamins, donc je sais que dans ces cas-là, qui ont 15-16 ans, généralement maghrébins, quand on est dans les quartiers populaires, et qui sont tous au courant du décret Crémieux. Parce qu'ils ont été voir Dieudonné sur une vidéo, parce qu'ils ont été entendre un discours extrêmement radical. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, le décret Crémieux, c'est simple. En 1870, la France donne la nationalité française à tous les Juifs belges. C'est la première fois que l'on, de manière massive, et non pas individuelle, mais collective, d'une manière donc ethnico-religieuse, on a décidé qu'une population au milieu d'une autre population qui avait vécu dans les mêmes quartiers, dans les mêmes villes, dans les mêmes villages, dans les mêmes immeubles, d'accord, même, voire dans certains cas, dans les mêmes familles, il y avait une décision juridique qui faisait que d'un coup, vous avez tant de population qui vivait français. Et l'autre, non. Pas tout le monde, hein. Et cette idée, beaucoup de gens se sont posé des tas de questions, mais la première raison pour laquelle Crémieux, le gouvernement français de l'époque, fait des Juifs des Français, c'est parce qu'on emmène 15 000 euros au front. Hein. Bah oui, quand t'es français, t'as pas de chance, tu pars au front. Alors que les indigènes n'étaient pas mobilisables. Petit détail du système français, l'appel des drapeaux. Hein, on le connaît tous, la mobilisation générale. Tu pars au front, mon gars. Conclusion, on l'a tous oublié, le nombre de mamans qui allaient pleurer dans les préfectures pour pas devenir françaises, parce que leurs enfants partaient à la guerre, c'est assez impressionnant. Mais vous voyez, cette mécanique de faire des indigènes des combattants est déjà dans la matrice depuis 30 ou 40 ans. Et donc, ce discours que vous voyez là totalement symbolisé fait qu'en 1913, vous avez à Longchamp une immense mise en scène qui va être organisée, et on fait venir les troupes de partout. D'Afrique, du Maghreb, d'Indochine, c'est le 14 juillet 1913, et tout ça, ça défile en fanfare, et là, les troupes que vous voyez là-haut, ça vous fait penser à des uniformes un peu de l'armée américaine. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit pas du tout, on n'a pas, ça c'est l'uniforme avant 14 juillet des tirailleurs sénégalais, et ceux-là, vous savez d'où ils viennent? Dernière conquête de la France, le Maroc. Le Maroc n'a été définitivement intégré à l'Empire colonial français qu'en 1912. Donc je vous rappelle que 96% des soldats étaient sénégalais. Et oui. Et donc c'est ces hommes qui viennent de se battre depuis 1906, pour certains, qui arrivent en France pour le défilé. Là, vous les voyez, ils sont à Marseille, pour ceux qui reconnaissent un peu la vieille Charité à Marseille, qui connaissent un peu la ville. Et là, ils sont en train d'être préparés pour monter à la capitale, ce que vous avez ici, qui va être le grand défilé. On n'est pas encore dans la guerre que Banania existe déjà. C'est-à-dire que c'est cette idée que l'Empire va nous rendre, et c'est ça. Parce que là, l'idée, c'est pas juste de dire, bon, bah, on va être intelligent, on va faire des Africains, des Maghrébins, des soldats. Non, c'est beaucoup plus subtil la propagande. La propagande, elle dit, ils vont payer leur dette de sang. C'est quoi une dette de sang? Bah, la France leur a apporté la lumière, ils leur les ténèbres, bah, ils vont nous ramener, ils vont nous renvoyer à Paris. C'est donc normal que ces hommes viennent sauver la République qui est leur mère patrie. Bon, ok, vous n'avez pas le droit électoral, mais vous avez le droit de mourir. C'est chaud quand même. Oui, mais dans la dialectique de la mission civilisatrice, tous les Français trouvent ça intimement normal, et même une partie des Africains, parce que qui va aller porter ce discours en Afrique? Blaise Diagne, premier député noir du Sénégal. Dans cette cohérence républicaine, vous allez mourir pour la France, et en échange, vous serez, vous, des citoyens français. Ce qui sera le cas des 4 communes. Donc c'est légal. Cette dialectique, elle a un problème. Comment des cannibales sauvages peuvent sauver la République? À force d'avoir fabriqué du sauvage cannibale, on a un petit problème, ils vont débarquer ici. Et là, cette fois-ci, ils débarquent en nombre. Hein. C'est pas 3 pimpins qui viennent en tourisme pour être exhibés au Champ de Mars. Ça va être 600 000, 700 000, 800 000 hommes, parce que c'est essentiellement des hommes, qui vont arriver de tout l'Empire, et je ne compte pas les GI noirs dedans, d'accord, qui vont arriver de tout l'Empire, et qui, d'un seul coup, vont être la plus grande migration qu'on ait connue du sud vers le nord, ça n'est jamais arrivé. Si vous additionnez les GI noirs, et que vous mettez en plus les hindous de l'armée des Indes qui arrivent, c'est 1 million de non-blancs qui, en 3 ans, arrivent au nord. C'est massif, ça change tout. Puis là, vous pouvez plus dire, c'est des images, c'est là-bas. Non, vous allez les voir, c'est pour eux autres, vous allez les voir. Donc, tout de suite, l'armée va fabriquer des images sur 2 sujets. Le bon noir, rassurant, souriant. Il y a bon, merci.
bah oui, s'il est souriant, sympathique et qu'il sauve la République, il fait plus peur. Il y a un autre problème, les femmes. Donc, pour bien rassurer, on sait que c'est l'image impossible, on va créer des milliers de cartes postales, photos ou dessins, on va voir des hommes noirs ou des maghrébins avec des petites filles blanches et avec des marraines de guerre blanches. N'ayez pas peur. Ils viennent sauver la République, il n'y a plus cannibales qu'eux, c'est les Allemands. C'est ça la propagande. C'est d'être capable de prendre exactement le phénomène inversé de l'imaginaire que vous aviez 3 ans avant pour en faire... Ah oui, un bon sauvage, il a un avantage, il coupe les oreilles des Allemands. Et quand il monte au front avec le coupe, il fait peur aux Allemands. Donc vous allez avoir des centaines de cartes postales où il tire sur des galets avec des colliers d'oreilles d'Allemands. D'accord? Et avec des gens du genre petit cochon. Et vous voyez tirer sur des galets, mordre l'oreille de l'Allemand. Comme si l'Allemand était du porc. Et que même si c'est un porc, le tirailleur sénégalais musulman lui croquera l'oreille. Parce qu'il est fier de servir la République. Vous voyez la carte postale, vous voyez les petits cochons, vous ne comprenez rien aujourd'hui. Mais dans le langage de l'époque, tout est signifiant. Ça veut dire des choses. Et ça fonctionne parce qu'en plus, il se passe quoi? On gagne la guerre. Ah oui, c'est un petit détail, hein, mais il est fondamental. Et dans l'imaginaire collectif, pour ceux qui trouvaient les colonies lointaines, peu utiles à la grandeur de la France, notamment, je recommence, les nationalistes et les monarchistes, ceux qui considéraient qu'on n'avait pas besoin des produits des colonies avant. Ah là, en temps de guerre, ça a été un peu utile. Ceux qui considéraient que d'avoir les Vietnamiens dans les usines à décider. Les Vietnamiens au départ, c'est fantastique parce que l'armée française considère qu'ils ne sont pas bons comme soldats. Ils n'ont pas encore fait des vieilles fous. Bon, donc ils ne sont pas bons, donc on les met tous dans les usines. Et comme on pense qu'ils sont tous des peints sur des coquilles d'œufs, c'est véridique hein, ce que je veux dire. Écoutez-moi, hein, on les fait peindre les hélices des avions. D'accord? Puis à la fin de la guerre, on a vraiment besoin de bras, donc en 17, on les envoie au front. Mais jusqu'à 17, oh non, ils ne sauront jamais se battre. Les Vietnamiens n'est pas un grand soldat. Ils deviennent fous. Plus tard, l'aventure nous démontre. Il ne faut jamais toujours écouter les théoriciens militaires. Des fois, ils disent des bêtises. Hein. Et tout cet imaginaire colonial va s'accompagner d'une réalité pragmatique que les images ont montré. Nous avons gagné la guerre grâce à l'Empire. Et là, vous basculez dans autre chose. Cette opinion dont je vous parlais, qui était encore fluctuante, qui n'avait pas forcément ce qu'on pourrait appeler une idéologie coloniale, qui pouvait trouver beau l'Empire, qui pouvait trouver intéressant d'avoir des colonies, qui pouvait s'extasier des cartes roses à l'école, ce petit gamin qui pouvait trouver génial de voir toutes ces populations qui quelque part étaient sur les affiches. Là, d'un seul coup, il y a un sens cohérent à ce que la France soit grande, gagne la guerre contre l'ennemi militaire, récupère en plus au passage, je vous le rappelle, les colonies allemandes du Togo et du Cameroun, et les mandats ottomans de Syrie et du Liban. Alors là, vous allez me dire, la Syrie et le Liban, quel rapport avec nous? Alors là, je vous prends par la main, et je pense que certains d'entre vous ont vu le musée de l'immigration à Paris. Ouais. Combien ont été voir le frontispice de gauche? Vous avez la porte d'entrée, là, vous avez 2 murs, un à droite, un à gauche. Il y a un frontispice à gauche, qui fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, 14 mètres de haut sur 70 mètres de large. Ça a un mur. Alors pour ceux qui n'ont pas été voir, la prochaine fois que vous y allez, il y a le nom des 114 coloniaux qui ont fait l'Empire. Grave. Il y a gravé dans le marbre, hein, c'est le cas de le dire. Et quel est, à votre avis, le premier nom du premier colonial? Si vous trouvez, vous êtes champion du monde. Bugeaud? Bugeaud? Non. Godefroy de Bouillon, roi de Jérusalem, 1099. Revenir au Liban en 1920, c'est boucler la boucle d'un empire de 1000 ans. Ah oui, non, mais attendez, on est dans la propagande, hein. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Et oui, il y a une cohérence. Nous, on ne la voit pas, la cohérence entre Napoléon en Égypte, l'Empire des Francs, Urbain II, les croisades, l'occupation de ces terres, le rêve du royaume arabe de Napoléon III dans tout le bassin méditerranéen. Mais il y a une cohérence de la République de dire que cet empire est dans le destin de la France. Depuis toujours. Que ces rives méditerranéennes, ce sont les nôtres. À Rabat, à Tunis, à Alger, à Damas, à Beyrouth, c'est à nous. Et c'est à nous depuis toujours. D'où le premier nom que grave Lyotet, la Troisième République, en 31, quand il fait le pavillon de la Porte Dorée, qui est toujours debout. C'est ça que je leur dis, les gars, ne me battez sur, ne me déboulonnez pas le palais de la Porte Dorée, personne ne me croira. Dans 20 ans, c'est dit qu'il y avait votre bouillon. Personne ne me croira. Là, ça va, les lettres font 28 cm de haut, vous êtes tranquille, vous ne pouvez pas les louper. Et tout le monde est sidéré. Parce que dans la logique de l'époque, c'est cohérent. C'est cohérent parce que vous dites aux Français, c'est le destin de la France. Et ouais, et là vous avez quelque chose qui n'est pas juste
des conquêtes aléatoires. Vous commencez à fabriquer quelque chose qui est de l'ordre de la logique de la France est une grande puissance impériale. Pas autant que les Anglais qui ont beaucoup plus de terres que nous, on est d'accord, mais on est la deuxième puissance impériale du monde. C'est dans le sens de notre héritage, anti-révolutionnaire et révolutionnaire avec la mission civilisatrice. Et ça donne quoi ça? Que l'opinion publique, d'un seul coup, de droite comme de gauche, elle devient impériale. Parce que chacun y trouve un petit bout de sa légitimité, de son discours. On peut s'opposer politiquement, mais partager l'empire. Ce qui fait qu'un Maslow, par exemple, qui est le directeur de l'Agence économique des colonies sous le Front populaire, sera le directeur de l'Agence des colonies sous Vichy et le directeur de l'Agence des colonies sous la 4e République. Pas de changement. Les changements, ils sont à d'autres niveaux de l'ordre. Dans la dialectique, il y en a un auquel je n'ai pas beaucoup parlé. Le blanc. Ah ouais, désolé, la colonisation, il y a un peu de blanc qui sont venus quand même. Et le blanc se met en scène. Parce que si vous mettez en scène les autres, tous les autres, et les paysages de ces autres, et d'ailleurs, vous devez aussi mettre en scène celui qui est le carburant dans le moteur, celui qui amène la mission civilisatrice, celui qui amène sa technicité. Et vous le voyez à travers l'allégorie, ou celui tout simplement qui est représenté dans cette fusion que je trouve fantastique. La France d'Outre-mer, c'était un immense salon qui a été organisé en 1935 et en 1940 sous le Grand Palais. Alors, vous l'avez tous oublié, mais c'était totalement incroyable. Vous avez des lacs reconstitués à l'intérieur. C'était les colonies antilles, si vous préférez. La première expo, elle a lieu en 1906 là-bas. Et donc, ça c'est l'affiche par exemple. Vous voyez cette fusion entre le drapeau du colonial et le drapeau de la France, ou le film, L'appel du silence avec Foucault, il s'est sacrifié pour les colonies. Donc, et là vous vous dites, ah ouais, mais c'est missionnaire et civil dans le pays qui a mis en place la laïcité. Ah, c'est marrant, colonie, la laïcité, ça marche pas. Et qu'il y a l'expo coloniale le 31, la plus grande expo de France, l'événement dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous êtes en plein milieu de l'expo, vous faites ça avec vos yeux, vous avez le pavillon des missions protestantes et le pavillon des missions catholiques. Payé par la République. Là, il n'y a pas de séparation des églises. Parce qu'en colonie, le sabre et le goupillon, ça va ensemble. Il faut sauver les corps et les mettre au travail, parce que bien sûr les indigènes ne travaillent pas, et il faut sauver les âmes. Et ça va ensemble. Donc vous avez une dialectique du blanc technicien, du blanc administrateur, du blanc militaire, du blanc missionnaire, et tout ça fabrique un monde idéal. Si vous regardez ces images, en haut, vous avez quoi? Pour la photo, comme tout à l'heure, toujours s'arrêter ce moment. Ça c'est génial quand vous faites travailler des lycéens là-dessus. Vous les avez vus en bas, je pense, pour ceux qui ont vu l'expo, c'est quand même des photos qui font 1 mètre de large, hein, donc même à 5 mètres, les gamins, et vous les faites travailler. Première réaction des mômes, c'est « Ah, ben, c'est comme à l'école, monsieur ». Vous voyez? Il y a l'enseignant, et puis il y a les élèves. Et ils ont quel âge? Ils sont un peu adultes, monsieur, ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas vu. D'accord? Et là, vous commencez à les faire voir. Et là, qu'est-ce que nous montre cette photo? Qu'il y a un guide qui va devoir apprendre à des gens, parce qu'ils ne savent pas ce que va être la modernité, parce que là, on voit bien qu'on est dans un atelier. On n'est plus dans la brousse, on n'est pas en train de ramasser une noix de coco. Hein. On est dans une logique d'un métier qu'il va falloir acquérir, l'apprentissage. Et que cet apprentissage va être long. Mais cette photo, elle montre à la fois la patience du colonisateur. Les chaussures immaculées. Toujours la blancheur. Si vous regardez bien cet effet répétitif de la blancheur qu'il y a dedans, dans l'uniforme et autres, qui fabrique en fait un monde où tout est normé, tout semble fonctionner et surtout tout semble naturel. Vous n'avez pas l'impression que là, la révolte, bon, au même moment, je vous rassure, il y a des révoltes un peu partout, mais on ne les voit pas. L'opinion ne voit pas d'abord, il n'est pas à télé pour voir une révolte, et c'est pas le sujet. Combien de temps? Ah, très bien. Il faut que je m'accélère. Et l'expo coloniale, j'en ai déjà beaucoup parlé. Alors, pour ceux qui ont déjà emmené leurs enfants, leurs petits-enfants à Disney, ou qui ont été eux-mêmes d'ailleurs, vous avez à peu près en tête la surface de Disney quand vous y avez été. C'est 3 fois la surface de Disney, l'expo coloniale. 3 fois. 3 fois Martin Bay. Tout a été éphémère. 1000 jours de construction, 100 jours de démolition. On ne gardera que le palais de la Porte-Dorée où il y a le texte sur le golfe de Bouillon. C'est hallucinant. Et on y va parce qu'on sait que ça va disparaître. Maintenant, on est dans une dialectique. Hein. Si tu ne vas pas à l'expo, tu ne le verras jamais de ta vie. Le temple d'Angkor, c'est 35 000 personnes à l'intérieur. 35 000. Le jour de l'inauguration, c'est 740 000 personnes à l'exposition coloniale. D'accord? Donc on n'est pas en train de faire un truc de seconde zone. Disney à côté, c'est des amateurs. Ok? Non mais, on l'oublie. C'est pour ça que ça marche la propagande. C'est parce que c'est grandiloquent.
c'est parce qu'on rentre dans le temple d'Angkor, c'est parce qu'on a le village d'Akush, qu'on va au milieu de l'île aux cygnes, où il y a le restaurant de Bagdad. Enfin, on voyage, on mange. Vous avez des serviteurs africains au bar africain. Enfin, t'es dans la Casbah quand tu vas à Bagdad, je me ramène des souvenirs. C'est Marrakech-sur-Seine. Et donc, tout ça, ça fait vibrer. Et tout ça, c'est la grandeur impériale. Et là, vous êtes en train de prendre une opinion qui est arrivée à la 4e génération depuis le temps où je vous en parle, qui est baignée par ces images. L'expo coloniale, c'est déjà plus les os humains. D'ailleurs, l'hôtel n'avait pas voulu prendre les Kanaks qui sont exhibés au même moment à l'arrière-grand-père de Carameuse. Vous avez dû entendre pour l'excellent roman de mon ami de Lynx, vous avez lu Cannibal, qui raconte l'histoire de ces Kanaks. Lyotek, le grand maître d'œuvre de cette expo, ne veut ni des pousse-pousse chinois, ni des Kanaks, en considérant qu'on doit déjà montrer que l'indigène maintenant est sur la voie de la lumière. Et là, vous comprenez pourquoi. Parce qu'il faut démontrer que ça marche. L'arrivée de ces soldats en 14-18, c'est déjà une première démonstration. On n'a jamais parlé des révoltes. Aujourd'hui, on estime, parce qu'il y a des travaux, on en parlait tout à l'heure des nouveaux travaux qui arrivent en Afrique, on commence à s'intéresser, par exemple, en Afrique, aux révoltes en Afrique noire pendant la guerre de 14. Et on est en train de découvrir qu'il y a eu plus de morts, écoutez bien, en Afrique noire, liées aux révoltes de refus d'incorporation, que d'Africains morts au front. Les travaux commencent à peine. Pourquoi ? Parce que travailler sur la révolte de la Volta Blanche, il n'y a pas beaucoup d'archives. La Volta Blanche, la révolte, elle dure 18 mois. Et je peux vous dire, ça a été une violence absolue. Même que le sergent pas monté au front. Alors, voilà, basique. Puis en plus, dans les villages, nous, on a toujours une imaginaire ici qu'il n'y avait pas de... Pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, on en parlait tout à l'heure, je parle de ça tout à l'heure, ok, il n'y a pas de prison en Afrique. D'accord ? C'est pas celui qui a fauté, c'est problématique. Quand il y a un héritage sur une terre et qu'il y a un peu trop d'enfants, c'est problématique. Quand il y en a un qui n'a pas respecté une règle sociale, une règle coutumière, une règle matrimoniale, c'est un peu problématique. Qu'est-ce que vous avez les chefs de village ? Ils ont envoyé les cas problématiques. Bon, c'est à peu près simple. Mais quand vous avez envoyé vos 7-8 cas problématiques, et qu'il y a la deuxième tournée de mobilisation qui arrive, oh là là, là on commence à toucher au fils du village, de chacun. Donc ça commence à toucher à des hommes qui vont poser problème parce qu'ils vont être des bras en moins dans les champs. L'armée est très subtile en plus. L'armée avait envoyé des anthropologues dans toute l'Afrique de l'Ouest pour calculer le coût de la dot. Et ils arrivent avec des primes d'engagement. Et ils disent à des gamins de 16-17 ans, je te file la dot que tu auras vers 25-26 ans si tu es bon avec ton bétail, tu peux tout de suite te marier avec une jeune fille. Comme prime d'engagement. Et ça a marché. Et vous avez tous les tiraillements qu'il y a dans certaines régions. Il y a eu un refus caractérisé de cet engagement, de cette mobilisation, malgré le discours de Blaise Diagne et d'autres, et des révoltes qui ont été incroyables. Ça, les Français ignorent tout ça. Pour eux, ils ont l'image de la dernière. Je me dépêche, il ne passe plus que 11 minutes. J'aurais pas le temps de parler du cinéma. Petit détail. Le cinéma colonial a produit autant de films que le western aux États-Unis. D'accord ? Et vous savez tous ce que représente le western pour la culture américaine ? Vous avez quoi ? Entre 6 et 7 films par an en France. Est-ce que vous mesurez ce que ça signifie ? On estime qu'il y a 860 à 880 films de fiction. Je ne vous parle même pas des documentaires là. Hein. D'accord ? Des films de fiction. Et c'était pas des petits films. Si le premier festival de Cannes avait eu lieu en 1940, qui n'a pas eu lieu à Cannes, je viens de le dire, c'était L'Homme du Niger qui représentait la France. Le grand film de Baron Chedi, qui est un film qu'il faudra tout le monde voyez une fois dans votre vie. Alors là, vous avez tous les possibles de la propagande. Et c'est une propagande qui est huilée, qui est d'une efficacité en plus absolue, et en plus avec des bons acteurs. C'est incroyable. C'est qu'en plus, vous avez dans ces films coloniaux des sublimes acteurs maghrébins et noirs. J'ai dit un jour à Omar Sy, pour me moquer de lui, le plus grand acteur du XXe siècle, c'est Habib Benguia. Enfin, noir, pardon. Le plus grand acteur noir du XXe siècle en France, c'est Habib Benguia. Il ne le connaissait même pas. Puis il dit non, c'est moi le plus grand acteur noir. Je dis non, c'est un rigolo. Tu as fait 2-3 films Hollywood, lui, on en a fait 20. Tu es vraiment un amateur. C'était génial parce qu'ils ne le connaissent pas. Et dans tous ces films, bah oui, vous aviez, parce que là, on n'est plus au temps des colonies à la papa, on est dans les années 30. Il commence à y avoir des acteurs, des actrices, des mises en scène. Le Feu que vous avez là-haut comme film, c'est des films qui se passent, c'est la grande saga avec des légionnaires, avec de l'ambiance. Les gens y vont, c'est le western de la France. C'est les espaces que nous allons conquérir. C'est les histoires d'amour à la Pépé le Moko, à la Bandera, avec Jean Gabin. Ça marche. Ça marche parce que là, la propagande a basculé sur les écrans. Et d'un seul coup, elle nous amène à notre récit. Je vais aller très vite sous Vichy, aucun changement. Il n'y a plus de colonie. On n'y va plus du tout. Les Alliés sont en train, et la France libre est en train de récupérer les colonies. Ce que vous voyez là-haut, c'est incroyable. Vichy va inventer une exposition itinérante. Le coût événementiel plus fort. Et en pleine guerre, pendant 4 ans, ils vont faire tourner un train des colonies dans toutes les villes de France. Ils auront touché 80% des élèves de France.
Avec ce train d'économie, dans chaque wagon, il y avait, et la célèbre affiche que vous voyez ici, donc désolé, je peux 3 couleurs, un drapeau, un empire, que vous voyez là-haut collé sur le train, que vous verrez en bas tout à l'heure, c'est l'aboutissement de ce discours dont je vous parlais de légitimité de la France et de son empire. Le slogan, il est incroyable. Vous avez le drapeau français, vous avez 3 visages, un maghrébin, un asiatique, un noir. Vous avez l'impression qu'ils ont tous le même squelette, les visages se ressemblent. Le slogan, 3 couleurs indigènes, 3 couleurs de drapeau, un empire. Bon, la propagande a atteint son poids d'acmé, c'est-à-dire qu'elle a même dépassé son sublime, et elle a rendu tout ça intimement normal. Alors Robert Vichy n'a même plus de colonie, je dois quand même le dire, juste c'est. Mais elle a besoin du mythe impérial. Dire que dans l'Europe allemande de demain, Vichy n'aurait pas eu de colonie, c'est de ne pas avoir d'espace dans l'Europe allemande de demain. Et d'ailleurs, De Gaulle dit exactement la même chose. Dès le 18 juin, je vous le rappelle, c'est par les colonies que nous reconquérerons la métropole. Donc les colonies sont devenues, pour les deux camps opposés, intimement essentielles à la construction de la France. Je vous passe ça, qui rappelle un... c'est hallucinant, j'ai pas le temps. Vous l'avez en bas. Le thème économique, c'est celui qui va complètement primer après 1945. Pas juste parce qu'il faut parler des colonies en termes de rentabilité. Oui, il y a la reconstruction, mais surtout le thème économique, il permet de déracialiser l'image. Je vais faire simple. Après la Shoah, vous ne pouvez plus montrer Berlin. Après la Shoah, vous ne pouvez plus montrer le Somme. Après les crimes racistes, l'ONU. Je rappelle que Paris massacre pendant 18 mois à Madagascar dans les grandes rébellions malgaches, et à la 15 jours du dernier chef malgache, invite les nations civilisées à Paris, à Chaillot, pour signer la charte des droits de l'homme. C'est un paradoxe absolu aussi. Hein. D'accord. Et je vous dis, 15 jours avant, ça a duré 18 mois, la révolte malgache. Hein. Elle fera autour de, on ne sait pas trop aujourd'hui, entre 45 000 et 80 000 morts. Population civile essentiellement. Mais en tout cas, le temps a changé. Vous ne pouvez plus montrer les choses comme hier. Vous devez d'abord tenir compte du contexte international. Vous devez tenir compte des élites aussi qui ont donné leur sang pour la France pour libérer depuis l'Empire la métropole. Vous devez tenir compte d'une situation aussi où ces élites évoluées, le mot d'époque, je le mets entre guillemets, commencent à revendiquer des choses évoluées. Et quand il y avait 3 évolués dans la pièce, ça n'est pas beaucoup. Mais quand vous commencez à en avoir beaucoup dans les universités, beaucoup dans les gouvernements, beaucoup en petits administrateurs de terrain dans les cantons, vous fabriquez déjà une élite. Et si vous fabriquez une élite, elle commence à avoir des revendications politiques, ce qui fait que dès 1942-1943, d'abord au Maroc puis en Algérie, vous avez des textes avec des revendications politiques qui commencent à dire le demain ne sera pas comme aujourd'hui. La conférence de Brazzaville va tenter de reprendre tout ça en main. Quelque part, nous rentrons dans le temps, et je trouve que cette affiche là-haut est fantastique, on ne montre plus la hygiène, on le signifie. Ça c'est génial. Faites travailler les lycéens là-dessus, vous éclatez. Mais oui, parce qu'au départ, ils ne voient rien. Ouais, ils ne comprennent rien au départ, il y a des bras, pourquoi on ne voit pas les gens? Pourquoi on ne voit pas les gens, monsieur? Et ils se mettent à réfléchir. Et c'est génialement, ah ouais, mais on n'avait pas vu, il y a les bras des différentes couleurs, donc on est tous ensemble. C'est une république géniale, puis on ne sait pas si c'est des adultes, des enfants, c'est donc l'avenir. Le seul truc qui ressort, c'est les 3 couleurs, avec le oui qui pète. Et à un moment, ils se mettent à comprendre pourquoi on ne montre plus les gens. Parce qu'il faudrait les stéréotyper, donc ce serait négatif. Je vous passe les années de Gaulle avec les 20 ans de guerre. Pour terminer avec cet héritage, on en parlait tout à l'heure sur pourquoi ces questions sont encore brûlantes. Et vous avez commencé par parler d'un grand auteur qui est traduit enfin en France. Ça faisait 25 ans qu'on attendait la traduction de son livre, et que beaucoup de Français vont pouvoir lire. Nous n'avons pas commencé à décoloniser ça. Ok, on a décolonisé dans les années 60, on a attendu tardivement. Ah oui, petite colle, que là, si vous l'avez, celle-là, vous êtes champion. Quel est le dernier pays que la France a décolonisé? Bonne question, hein? Le dernier. Je vais vous aider, c'est 1980. En mince, il y en a plein qui disent, je ne savais pas que c'était 80, j'aurais vu ça avant les Nouvelles-Hébrides. On l'a tous oublié. Tout le monde oublie. Donc les décolonisations, ça va jusqu'en 1980, parce que juste avant, en 77 et en 75, c'est Djibouti et les Comores. Donc le processus a été extrêmement long. Et d'autres territoires se sont battus pour leur indépendance et ne l'ont pas eu. Allez dire à un Guadeloupéen, un Martiniquais ou un Réunionnais qui n'a pas voulu l'indépendance, ou à un Kanak, ou un Polynésien, dont toutes les élites politiques sont en prison pendant 15 ans à la santé, ils n'auront pas le même point de vue que vous sur ce qu'on appelle encore dans les manuels scolaires les décolonisations pacifiques. Petit détail. Donc je le fais très vite, là, je vais pas concentrer, vous avez déjà faire plus. Et pourquoi tout ça reste aujourd'hui? Parce que ces images, d'abord certains territoires restent, Guadeloupe, Martinique, ce jour-là, on a vu, que ces jeunes, ces adultes, sur 3, même 4 générations de ici,
que l'histoire, c'est la tourner la page politique en 60. Le néocolonialisme français a eu à peu près des heures glorieuses jusqu'aux années 90-2000. Aujourd'hui, il est largement concurrencé par d'autres formes de néocolonialisme à la chinoise, hein, je vais vous dire. C'est plus tellement ça, mais qu'est-ce qui reste? Il reste que ces images, on s'est très peu posé de questions de ce qu'elles avaient fabriqué. Dans nos cerveaux, dans nos manières de penser l'autre, et des deux côtés. Hein. Parce que moi qui ai fait ces images que vous voyez là, on en parlait tout à l'heure avec monsieur, moi je les ai fait tourner au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Madagascar, au Sénégal, en Mauritanie, au Maroc. Les gamins dans ces images, d'abord, ils n'y croient pas. Et pourquoi vous avez fait ça, monsieur? Il y a que les gens qui n'étaient pas convaincus. Ah non? Alors là, ils tombent des nues. Si vous avez autant d'images, vous êtes fous les Français, les Blancs, vous êtes des malades. Faire autant d'images pour justifier ce qui a été fait, oui. Et surtout, ils se mettent à comprendre comment continuent à fonctionner les cerveaux. C'est ça qui est intéressant dans l'image, si vous préférez, et qui est intéressant à travailler sur le temps long. C'est qu'on continue à fonctionner avec un certain nombre de mécanismes, non pas que le fait colonial, mais que l'imaginaire colonial, qui n'a pas été déconstruit, sous des formes qui ne sont pas les mêmes, c'est évident, on parle d'héritage, continue à fonctionner comme des matrices mentales. Et quand on y réfléchit bien, quand on s'est engueulé avec notre vieille oncle tous un jour à table sur hey, t'oublies les ponts, les routes, les hôpitaux qu'on a construits pour ces petits Africains qui sans nous sauraient ni lire ni écrire et ne sauraient pas que leurs ancêtres servaient à les touristes, il a des images, hein. Il n'a jamais été. Il n'a jamais été. Il a ces images en tête comme mode de fonctionnement analytique. Et quand vous écoutez ceux qui vous parlent de nostalgie aujourd'hui, ils vous parlent d'une grandeur sans jamais se poser la question de quel était le coût de cette grandeur. Parce que dans les images, ils ont en tête des images de gens heureux. Il faut attendre 58 pour que dans Paris Match, on commence à avoir des images de guerre de manière violente. En première page, on se dit que les appelés ne sont pas juste là-bas pour apprendre à lire aux enfants. 58, c'est super tardif. Et quand ils vont rentrer, ces appelés, on ne va pas les écouter, déjà c'est clair, tous ont perdu la guerre. Et troisièmement, personne ne comprend ce qu'ils vont raconter. Parce qu'ici, tout le monde veut oublier. Donc on va tourner la page coloniale d'une manière extrêmement rapide, d'une certaine manière, sans forcément faire l'introspection, ce qui est normal après une défaite. Hein, pendant 60 ans, ça va arranger à peu près tout le monde de ne pas la rouvrir. Et là, aujourd'hui, ce que vous disais tout à l'heure, on a une génération de gamins qui est la troisième génération. Un qui dit, vous n'avez rien foutu pendant 60 ans. Vous n'avez rien fait là-dessus. Ça, vous ne l'avez pas abordé. Deuxièmement, vous n'avez pas abordé les héritages de cette histoire. Ce qui leur reste dans les cerveaux. Dans les nôtres d'ailleurs, parce que entendre parler des histoires de France quand tu es gamin de l'histoire de l'autre côté du miroir et que tu as un enseignant qui te dit la France, waouh, très compliqué. Et comme personne n'avait géré avant nous, puisqu'on est la première génération à gérer, donc personne ne peut donner des leçons là-dessus, on ne sait pas faire. Et personne ne sait faire, hein, je vous rassure. Mais cette troisième génération, elle ne veut plus attendre. Elle ne veut pas être dans le compromis. Elle veut que ces choses-là soient digérées parce qu'elle sait que, au-delà de l'histoire qui est passée maintenant, au-delà de ce qu'on a pu appeler le néocolonialisme, qui a correspondu à une époque de militance contre la France-Afrique, on est dans autre chose là. On est comment on hérite en commun de ces images, de ces discours, hein, je l'ouvre vraiment au spectre intellectuel aussi des livres, qui continuent à fonctionner dans le cerveau des gens, sans que même la plupart de ces gens savent la matrice qui fonctionne dans leur cerveau. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on pense au départ que l'image c'est bien. On pense que c'est superficiel, c'est pas de la grande histoire. On pense que c'est un sujet autre. Il ne remplace en rien l'histoire coloniale et ses violences. Vous avez vu, j'ai de temps en temps des coups d'épingle pour positionner les choses. Mais ça fait partie du mix qu'il faut arriver à la fois. On doit la faire travailler sur le fait colonial. Je ne vois pas comme la minute qui me reste, un petit peu. Le fait colonial, fondamental. Comprendre l'histoire coloniale, comment elle s'est passée. On doit travailler sur ce qu'on appelle l'idéologie coloniale. Ce que je vous ai un peu dit au départ, c'est vachement compliqué des fois d'expliquer à un jeune lycéen comment le pays des droits de l'homme a pu coloniser. Hein. Et ça prend beaucoup de temps à expliquer. Vraiment. Pour ne pas justement tomber dans la caricature. Parce que sinon, vous pouvez aussi tomber dans le manichéisme, l'hyper-caricature, en pensant que tout le monde était des petits colonisateurs et c'était comme ça. Hein. C'est beaucoup plus complexe. Et au final, vous devez travailler les imaginaires. Parce que les imaginaires, on pense, en fin de compte, et je vais terminer là-dessus pour les jurer, que c'est pas grave, que c'est superficiel. Un jour, Sandrine Lemaire devait faire une conférence ici à ma place. Lemaire, elle est bien meilleure que moi. Hein. Vous auriez passé un moment merveilleux avec elle. Mais Sandrine, un jour, travaille sur un manuel scolaire pour un grand éditeur et explique à l'éditeur qu'il y a un petit problème, c'est que toutes les images qu'il a mis pour illustrer la leçon, on était en 2012, c'est pas en 1933. Hein. Il y a un petit problème, c'est qu'il ne dit pas à l'éditeur, aux élèves et aux profs, que c'est des images de propagande. Et donc, elle lui dit,
Là, vous êtes en train... C'est comme si on prenait des images nazies pour déconstruire le Troisième Reich et qu'on n'écrivait pas, on s'en doute un peu, hein, Nuremberg, on voit tout de suite, hein, qu'on n'écrivait pas images produites par le parti nazi ou par le Troisième Reich, par Goebbels et compagnie. Et l'autre lui dit oui, mais de toute façon on n'a que ça. Oui d'accord, mais vous devez quand même dire donc c'est une image vraiment qui a été fabriquée avec un concept, avec un angle de vue, avec une mise en perspective. Si vous avez un Touareg nonchalant avec son chameau et un train qui passe vite, c'est modernité et tradition, c'est pas juste une belle photo. C'est un discours idéologique. Et bien le gars n'a pas compris. Il n'a pas compris parce que dans la photo il pensait qu'il était bien, parce qu'il avait bien travaillé la leçon sur l'histoire coloniale. Il a été rentré dans les détails, et puis il n'avait pas osé dire. Il avait osé dire qu'au Cameroun et à Madagascar, il y a eu la guerre. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez de plus? La soirée lui dit attention, vous êtes en train de fabriquer du savoir avec des images qui sont toujours nocives. Sans même donner l'outil à l'enseignant pour la déconstruire avec l'élève. Donc oui, il peut y avoir un gap, pas sur toutes les images, je vous l'accorde. Et ça termine, et je termine vraiment là-dessus, cette idée que je vous ai au début, vous ne mettez pas une affiche comme ça, rappelez-vous, nazie, italienne, dans votre salon. Par contre, désolé de le dire, mais j'ai arrivé à la trouver, hop, vous allez mon affiche, celle-là par exemple, ici. Elle pourra très très bien se trouver dans un couloir. À la base, vous avez un homme qui pose la main sur l'épaule d'un autre homme, et il regarde leur champ avec un tracteur qui passe. Vous voyez pas le tracteur parce que l'image est assez nette, mais faites-moi confiance, un tracteur qui passe. Et le monde semble pacifique. Vous savez ce que c'est comme image, ça? C'est 1930. Et qu'est-ce qu'on commémore en 1930? Le centenaire de la conquête de l'Algérie. Et qu'est-ce qu'il est en train de symboliser cet homme-là? Tu vois, Coco, si j'étais pas venu ici, il n'aurait pas eu de. C'est moi qui l'ai enregistré. Toi, t'as jamais ici. Ça, plus humiliant que ça, c'est rare. Mais si vous l'utilisez en classe pour illustrer les productions de blé en Algérie, il y a un petit décalage. Merci à vous. Merci beaucoup Pascal Blanchard. J'ai eu le mauvais rôle aujourd'hui de vous couper la parole. C'était passionnant, mais justement on va pouvoir ouvrir aussi le débat sur toutes ces questions après ce retour historique sur les mémoires et ces modes de représentation qui sont toujours parfois d'actualité. Oui, est-ce que les autres puissances colonisatrices, le Royaume-Uni, l'Allemagne, pour sa partie qu'elle a colonisé, l'Espagne, le Portugal, avaient la même iconographie, les mêmes propagandes, ou ce que dans la mesure où les mécanismes de colonisation ne sont pas forcément les mêmes, ça a généré d'autres formes de propagande, par l'image par exemple. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'exploit hors scène, le visage du noir dans la peinture du XIXe siècle. Est-ce que ça participait aussi de cette iconographie? Et je pense même à l'orientalisme, en règle générale, qui a quand même joué un rôle important, y compris des grands peintres, Delacroix, enfin je ne vais pas tous les énumérer, Matisse. Est-ce qu'ils n'ont pas non plus participé, allant sur leur plein gré ou pas, à cette imagerie pour légitimer les politiques coloniales? Vous pouvez vous présenter cet enregistrement? Jackie Châtaignier. Bonjour Jackie Châtaignier. Très bonne question, je vais commencer par la deuxième. Vous avez entièrement raison. J'avais pas assez de temps là, il m'aurait fallu 5 heures. Toute la culture orientaliste, en gros depuis la traduction des Mille et une nuits, 1703, 1705 en France, toute la vision de la passion pour l'égyptomania. Regardez cette peinture où on montre ces petits serviteurs noirs à côté de ces grandes bourgeoises blanches qui traversent tout le XVIIe et le XVIIIe. Toute cette iconographie, elle prépare le côté exotique. Elle prépare cette accoutumance à l'ailleurs. Elle fabrique une forme d'un monde normé où il y a blanc et autres. Donc elles ont fabriqué pendant 2 ou 3 siècles, notamment du temps de l'esclavage, une forme d'accoutumance à ces images. Mais sur le fond, elles ne sont pas encore propagandistes au sens où elles ont un message esthétique, elles ont aussi un message raciste, mais elles n'ont pas un message propagandiste. C'est-à-dire qu'elles fabriquent le décorum qui va parfaitement fonctionner, parce que la propagande continue sur l'orientalisme, hein. Elle lâche pas. Elle continue sur l'exotisme, elle lâche pas. Parce que c'est du beau, parce que c'est rentré dans la norme, c'est rentré dans l'art français. Il y a eu le grand temps du japonisme, le temps de l'africanisme, le temps de l'orientalisme. On sait qu'à Paris, par exemple, en gros, je vais faire ça, 1800 et 1840, l'égyptomania, c'est dans toutes les grandes maisons bourgeoises, et pas que parisiennes. Donc,
Tout ça va totalement fabriquer le monde d'après. Mais, certains peuvent y penser de manière inconsciente, la notion d'une propagande d'État pensée, structurée, alignée, n'est pas encore là. C'est plutôt le privé qui va, quelque part, créer cet imaginaire, qui est en gros dans le même univers. Hein. Mais après, c'est différent. Après, on va payer des bourses aux peintres. À partir de 1900-1910, on va envoyer des peintres et des photographes en émission. Et on va leur dire, au final, Coco, je te prends ça, je te prends. C'est pas dans ma carte. Donc, tu as bien rentré en mission. Ce qui était fascinant, quand j'allais voir les collections avant du musée de la Porte Dorée, qui maintenant est au Quai Branly, c'est pas regarder les peintures qui ont été exposées, c'est les peintures qui n'ont jamais été exposées. Parce que vous voyez ce que la propagande n'a pas pris. Et quand on a travaillé sur le fond de la photothèque de l'agence de propagande d'économie, il y avait 90 000 photos. En gros, tout le Maghreb était parti, l'Indochine, mais restait l'Afrique noire. Et là, vous aviez la mécanique de la propagande. Et quand vous retourniez la carte, ça fait rire monsieur, il y avait écrit « ça peut servir pour le Cameroun, pour le Bénin, voire la Côte d'Ivoire ». C'était génial. Parce que là, la propagande, elle était rentrée dans une forme de mécanisme. Alors qu'avant, c'était plutôt l'esprit créatif qui a fabriqué du racisme. Hein. Cette mise en scène de petits poupons noirs, de jeunes femmes noires, serviteuses, qui sont toujours au service de la blanche, par exemple, qui traversent tout le XVIIe et le début du XVIIIe, ça fabrique complètement un imaginaire qui va fractionner l'armée. Chaque pays, chaque nation a fabriqué son type de propagande qui lui était propre. Il y a eu 3 pays qui ont eu des agences de propagande à peu près structurées comme nous, la Grande-Bretagne, le Japon et la Belgique. Les autres ont plutôt laissé faire les missionnaires en Italie, ceux qui font à peu près le discours, à part sous Mussolini avec la conquête de l'Éthiopie, où là une propagande d'État va prendre le relais, c'est le retour de la Razza, le grand retour de Rome, qui repart conquérir ces terres lointaines des pays. Les Italiens, Mussolini a laissé. Vous l'avez peut-être oublié, mais la première défaite d'une nation blanche en Afrique, c'est Adwa, 1896, c'est la défaite de l'Italie face aux Éthiopiens. Pour Mussolini, c'était relever le sabre de l'Occident pour aller face à Haïlé Sélassié. Alors là, la propagande a été, mais c'est une propagande fasciste, si vous préférez. C'est une propagande de la race supérieure. Les Allemands ont très peu fait de propagande coloniale. Les Anglais, ont quand même une agence comme nous, mais les Anglais n'ont jamais justifié. Eux, la mission civilisatrice, ils s'en foutent. Eux, ils sont là-bas pour faire du temps. Pour un Anglais, un Indien ne pourra jamais être Anglais. Donc c'est réglé déjà, la business, je ne discute pas. Un Anglais, c'est un Anglais, un Britannique, c'est un Britannique. Même un métis, déjà, ça a du mal à avoir la nationalité britannique. En 1911, les métis des Indes, 1 million, seront interdits de travailler dans la fonction publique anglaise. Ok ? On considère qu'ils sont plus dangereux que les indigènes, parce que métis. Donc vous voyez, la mentalité des Britanniques, c'est quelque chose. Eux, ils ont une propagande qui est essentiellement esthétisante et économique. Les Belges, c'est les rois. C'est très particulier. Là, on fait l'expo à Tervuren en Belgique, le grand musée royal à la fin d'année. N'oubliez pas que la Belgique, c'est d'abord une propriété du roi. Donc c'est très particulier comme propagande. Là, en plus, il y avait des exactions totalement hallucinantes. Les Français sont les rares, un tout petit peu les Portugais. Parce que Salazar, le dictateur portugais, a commencé à développer dans les années 30 une propagande assez proche de celle des Français, de cette mission un peu de l'Occident, ou de la mission du pays qui amenait la lumière. Eux étaient assez proches de nous. Mais chaque pays, en fait, compte avait sa typologie. Ça correspondait à ce que son opinion avait comme point de vue. En Angleterre, vous avez encore 42% des Anglais qui n'ont aucun débat sur le bassin impérial. Ils disent, bah oui, bon, ça a été... on y était un temps, tour de parti. Et alors ? C'est intéressant à voir, c'est que la France est certainement un des pays qui, au regard de son histoire, de cette histoire particulière, de son récit particulier, de sa colonisation particulière, attendez, les Anglais ont fait autant de guerres que nous, violentes. Le Kenya, ça a été l'Algérie pour l'Angleterre. La guerre, elle, je pense, 63. Hein. Donc, par contre, les Anglais sont partis, il y a là, la fleur au fusil de là-bas, ou les Hollandais, où ça cartonne quand même assez fort en Indonésie jusqu'en 1947. Il n'y a pas de mauvaise conscience impériale en Angleterre. Il n'y en a pas. Les Anglais disent, c'est la règle du jeu. Il y a les plus forts, tu y vas, tu prends. Mais pas que pour un Anglais, vous devez tous savoir. C'est quoi un indigène type pour un Anglais ? C'est un Irlandais. Dans toutes les grandes expos coloniales britanniques, tu rentres par le village irlandais. Et si vous voulez comprendre pourquoi les Irlandais ont attendu 1923 pour être considérés comme blancs aux États-Unis, ils n'étaient pas dans la catégorie caucasien, les Irlandais aux États-Unis. Hein. Ils n'étaient pas considérés comme blancs. C'était l'héritage impérial anglais. Les Anglais, leur premier empire, c'est l'Irlande. Alors que c'est à côté, quoi. Enfin, ça change beaucoup de choses dans la... Et les Anglais ont une telle prétention d'eux-mêmes qu'ils n'ont même pas besoin de la mettre en scène, puisque ça va de soi. Ils sont les maîtres du monde. Première marine au monde, premier empire au monde, enfin, ils ont toujours produit quelque chose. Donc, ils n'avaient même pas besoin de le justifier. C'est un paramètre qui était dit. Donc, c'est autre chose. Alors, c'est très économique, c'était très
grandeur impériale, comme vous l'imaginez à la Maharaja. Ça, oui. Mais les Anglais vont laisser toutes les élites en place. Ils dealaient avec les élites locales. Oui, il faudra attendre les années Gandhi, quand Gandhi fait sa première tournée, arrive en 31 en Angleterre, pour qu'il commence à y avoir un discours un peu de justification sur les bienfaits, mais c'est pour moi trop tard. Les Français vraiment ont été dans le... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'image, hein. Ça veut dire que les images n'avaient pas la même fonction et jouaient beaucoup moins sur cette idée de mission civilisatrice. Les Belges, c'est peut-être les plus proches de nous. Belges et Portugais. J'ai oublié, et les Danois, les protestants. Tout le monde a oublié que le Danemark a colonisé, et le Groenland. Alors là, vous vous éclatez, la propagande coloniale danoise, vous pouvez en faire des tartines. Mais rigolez pas, hein. Je rappelle que le Groenland, c'est immense. Hein. C'est immensissime. Hein. Donc, il y avait toute une... Les Danois ont fabriqué tout un imaginaire complètement incroyable. Donc, tous les pays européens, il y a une très bonne thèse qui est sortie, qui est devenue un livre, qui est génial, de Patrick Mander, qui s'appelle « La Suisse, une colonie sans empire ». Pourquoi ? Parce que lui, il a travaillé sur la mentalité coloniale en Suisse d'un pays qui n'a jamais eu de colonie. Et ce qui est génial, c'est qu'il vous démontre que tu n'as pas besoin d'avoir des colonies pour avoir une mentalité coloniale. Il y a des pays qui n'ont jamais eu de colonie et qui sont des pays qui, dans l'imaginaire qui a traversé le pays, là, il y a les jeunes chercheurs, bien plus brillants que nous d'ailleurs, qui arrivent, qui travaillent actuellement sur les eaux humains en Ukraine, en Pologne. Je ne savais même pas qu'il y avait des eaux humains en Pologne. Moi. Je ne savais pas. Et qui ont montré que la société polonaise, les eaux humains ont une importance incroyable. Parce que tout le monde venait. Les Africains qui arrivent en Pologne, vous imaginez le truc. Et donc ça a fabriqué un esprit colonial en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir des colonies à travers l'imaginaire, la publicité, les affiches de voyage, les eaux humains exhibés, pour avoir un esprit colonialiste. C'est ça qui est intéressant aussi à mesurer, c'est qu'à un moment, la fiction dépasse le réel. Elle subsume tout. Elle dévore tout. D'ailleurs, les Japonais ont tellement voulu faire du mimétisme avec nous. D'abord, vous savez qu'ils envoient tous leurs officiers en France pour apprendre avec Gallieni comment on colonise. Et c'est quand ils ont vu comment on a colonisé Madagascar qu'ils sont attaqués à la Corée. Ils font après pratiquement les mêmes affiches que nous, la même propagande que nous. Et quand ils font la grande expo coloniale d'Osaka, vous savez par quoi on commence à Osaka ? Une cage. Qu'est-ce qu'il y a dans la cage ? 2 blancs. Ah oui, les Japonais sont supérieurs aux blancs. Mais ils font le même mécanisme. Quand tu exhibes l'autre, tu es supérieur à l'autre. Et un Japonais se prend supérieur à l'autre. C'est réglé quand tu l'exhibes. Et c'est réglé. Et les Japonais sont super fiers. Ils ont exhibé avant. Je rappelle que dans la plupart des cas, dans les eaux humains, les gens étaient payés. Parce que personne ne joue au sauvage 12 heures par jour. Et pour bien jouer au sauvage, il faut mieux être payé. Ah là, c'est le paradoxe de l'histoire. Vous regardez des yeux étonnés. Comme vous croyez peut-être avoir que le sauvage existait, il n'existe pas. Hein. Faites-moi confiance. Hein. Jouer au sauvage, c'est possible 12 heures par jour. Mais les sauvages, certains sont venus parce que captés, sans être rémunérés, et généralement, je vous l'ai dit, ça s'est très très mal passé, les troupes ont été décimées, et surtout, ils n'étaient pas bons en spectacle. À un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait mieux. Alors, on ne payait pas les femmes et les enfants, je vous rassure. On payait les chefs de famille. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait mieux payer. Parce qu'ils jouaient vraiment, ils grognaient très bien, ils mangeaient de la viande crue. Et en plus, ils allaient vendre des cartes postales au final, et ça faisait beaucoup plus de business. Oui, bien sûr. Mais nos enfants regardaient Love Story avec passion et continuent à regarder une débilité avec les Marseillais en vacances à la Barbade. C'est des gens payés, débiles, qui vivent ensemble et qu'on regarde. C'est pareil. Et ça fabrique leur identité d'adolescent. Et c'est pas bon à voir. Oui, au revoir, monsieur. Merci. D'abord, je me présente. Je suis malgache et j'ai dirigé le musée de l'Université de Madagascar pendant 40 ans. Et ce que vous venez de nous exposer résonne, bien sûr, avec beaucoup d'émotion et me permet de mieux comprendre, en fait, pourquoi j'ai échoué dans mon boulot de rêver à établir le musée national de Madagascar. Une des graves conséquences de la colonisation a été la destruction du culturel. À mon avis, c'est très grave parce que, et ça fait écho, à mon avis, le discours qui a été prononcé par le président Macron à Ouagadougou, à mon avis, c'est dans la lignée directe de ce que vous venez d'exposer. C'est bien, vous allez provoquer là, allez-y. Non. Je rigole. Excusez-moi, je vais essayer de me maîtriser pour ne pas être provocateur, même si j'ai beaucoup de choses à dire. Mais restons dans le positif et essayons de construire l'avenir ensemble. Je crois que c'est plus intéressant, mais cette destruction culturelle, prendre un exemple. La colonisation a façonné
d'après la collecte qui a été faite dans tous les musées, etc., a transmis la notion du beau artistiquement. Ce sont les collectionneurs, les ethnologues, etc., qui ont dit ça c'est beau, je l'amène à Paris. C'est bien, mais ce qui est grave, c'est que même nos élites, après coup, se sont mis à utiliser les mêmes critères. Si bien que quand moi, pauvre fonctionnaire, je voulais faire mon musée national Mathias, impossible, parce que les élites qui étaient autour de moi, ah non, une chose qu'ils voulaient accepter, que moi j'ai refusé, c'était de faire un musée qui ferait plaisir uniquement aux touristes étrangers qui venaient. Ça, je n'en voulais pas. J'ai vu trop ce qui s'est passé avec mes collègues africains. Ils étaient dans tous les journaux, le modèle de musée, etc. Mais quand je suis allé le voir, mais en fait, ils sont contents, il y a des visiteurs, mais en fait, c'était le musée où les Européens ou les autres venaient voir ce qu'ils ont envie de voir en Afrique. Alors moi, pour Madagascar, je n'en voulais pas du tout. Après, il y a eu la phase en disant pourquoi s'occuper du culturel alors que l'économie de ton pays est dans la boue? Ah! Et là, on ne pouvait rien dire parce que. Bon. Alors, on s'occupera de ton culturel une fois que l'économie de ton pays va être riche. Quelle erreur! Moi, je me suis battu en disant aux agences de coopération françaises, à tous ceux qui avaient des sous, la Banque mondiale, etc. J'ai dit, mais c'est une erreur parce que vous voyez les pays qui se sont développés parce qu'ils ont gardé leur patrimoine. Juste un exemple. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de touristes ici en France ou à Paris? Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de cocotier. C'est à cause du culturel. Mais ces gens-là, dans les années 80-90, ne voulaient pas entendre parler de ça. Et tout ce qu'ils voulaient, c'était continuer en fait tout ce que vous venez de dire. Tous les canons, etc., c'était ça, si on peut faire. Et vous voyez, dans beaucoup de musées africains francophones que j'ai pu visiter, ben, c'est un peu triste parce que, d'abord, il y en a très peu, hein, des vrais musées avec des collections, des conservateurs, etc., etc. Mais là où ça marche dans certains pays, ben, en général, ce sont des musées qui ont été mis en place par la coopération française. Donc voilà, et ça, à mon avis, c'est pas parce que ça, c'est très, très, très long à changer. L'économie, bon, il y a encore. Dernière chose, parce que je n'ai pas envie d'accaparer la parole, est-ce qu'on peut quand même, compte tenu de tout ce qu'on sait, de tout ce qui a été dit, moi je pense qu'on aurait pu continuer votre conférence pendant encore 1 heure, 2 heures, mais ça aurait été, parce que, à mon avis, ça, tout ce que vous avez expliqué, ça continue encore. Ce n'est pas terminé, la colonisation n'est pas terminée. On a inventé des mots comme néocolonisation, peu importe. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a aucun pays. On a donné, hein, là aussi j'utilise les mots, on a donné l'indépendance politique à ces pays-là, mais il n'a jamais été question de donner l'indépendance totale. Hein. Actuellement, si vous l'ignorez, mais je pense que vous êtes tous assez au courant de ce qui se passe, il n'y a aucun gouvernement de ces anciens pays colonisés qui sont vraiment indépendants dans leurs décisions. Aucun. Donc, l'histoire continue. Comment ça va finir? Et comment nous tous ici, on peut essayer de s'en sortir parce que si on attend nos élites, eux, ils sont bien. Et c'est pour ça que j'ai très peur avec le discours de Ouagadougou. Parce que ça va dire qu'on va continuer quelque chose dont on sait pertinemment que ça ne marche pas. Et je termine par un souhait. Est-ce que la France ne peut pas, est-ce que ça serait trop demandé à la France que les ressortissants de ces anciens pays colonisés et qui se trouvent déjà en France, est-ce qu'ils ne pourraient pas bénéficier d'un peu de mensuétude pour être admis dans la communauté française? Vous savez, peut-être que vous ne fréquentez pas ces communautés, mais beaucoup sont toujours dans l'incertitude. Est-ce qu'ils peuvent rester en France?
Mais quand même, leur père, pas leur père, mais leur grand-père, leur arrière-grand-père, si on fait une généalogie, ils ont tous donné leur sang, que ce soit pendant la Première Guerre ou la Seconde Guerre mondiale. Vous avez dit, est-ce que ça serait trop cher payé pour ce pays qui est quand même un pays riche, d'au moins permettre à ces anciens ressortissants, de ces anciennes colonies, ils ne sont pas des millions, hein. Voilà, c'est comme ça. Et moi, je vous invite tous, je suis désolé, je suis très ému, alors je n'ai pas préparé vraiment le discours, mais moi ce que j'aimerais, c'est qu'on continue cette réflexion. Monsieur Blanchard, comme vous avez une notoriété, organiser quelque chose où nous tous ici, on puisse porter la parole pour que vraiment les choses changent, et non pas cette comédie de restitution des biens culturels, sans d'ailleurs la participation vraiment des vrais chercheurs africains, mais on va parler avec les élites. Or, les élites, désolé, hein, peut-être que nos élites font encore pire que les colonisateurs. Ça, je peux vous dire. Et la preuve, c'est que vous dites, mais apportez-nous des preuves. Alors ça, c'est le genre de choses où il n'y aura jamais de preuves. Même au tribunal, on n'arrive pas à condamner ceux qui ont fait vraiment des bêtises, parce que ce sont des élites. Et c'est ça, à mon avis, le danger. Désolé, je suis un peu long, mais... Non, mais je ne vais pas vous répondre parce que ça va être trop compliqué. Parce que vous avez parlé de plein de choses, et c'est très bien. Et puis que votre propos se tient. Je vais juste répondre sur deux petits points qui me paraissent intéressants. Je pense qu'aujourd'hui, ces images... J'aime beaucoup l'expression de décoloniser les imaginaires, parce que je trouve qu'elle veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire se poser des questions sur les images, les remettre dans leur contexte, en parler, les déconstruire, ce que j'expliquais tout à l'heure. Je pense que maintenant, c'est un travail qui se fait sur les deux rives. C'est pas aux Français de la faire, parce que ces images, vous l'avez très bien démontré, monsieur, donc je ne vais pas être meilleur que vous à le faire. Elles ont autant frappé, construit, identifié les populations dont on parlait dans ces images que les populations qui étaient les destinataires de ces images. Donc je pense que ce travail, ils sont en commun. Et juste pour Ouaga et le discours de Macron, moi je parle beaucoup avec Macron, parce que par hasard, je fais quelques petites choses pour lui. Je partage le point de vue de mon ami Achille Mbembe, qui est quand même un pas trop mauvais intellectuel africain. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un enseignant qui travaille à Johannesburg, qui est d'origine camerounaise, qui est moi je considère comme un des plus grands intellectuels du moment. Achille dit, cette phrase que je trouve fantastique, on a enregistré là ou pas? Oui, moi je peux changer ce que je veux dire. Achille dit la chose suivante. Avec Emmanuel Macron, c'est le premier avec lequel on peut parler. Mais c'est pas juste dire parler, j'ai parlé avec Hollande, même avec Sarko. Donc, je veux dire, parce que je parlais avec Hollande, ça change quelque chose. Ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre en fait. Emmanuel Macron il n'a pas forcément les bonnes réponses à chaque fois, et je ne pense pas qu'on va régler la dette coloniale en rendant des objets, en plus. Et je pense qu'il y a une forme de tropisme à penser qu'il n'y a que l'Afrique à qui il faut rendre des objets alors que d'autres pays ont été pillés, donc c'est beaucoup plus compliqué, je pense. J'entendais monsieur parler du franc CFA tout à l'heure, je peux aussi faire 4 heures sur le franc CFA, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, chez Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est le premier qui comprend ce qu'on dit. Vous voyez, on n'est pas forcément d'accord avec le président de la République, et quand Achille dit certaines choses, ou quand Benjamin Stora en dit d'autres sur la guerre d'Algérie, mais par rapport aux 8 chefs d'État qui l'ont précédé, qui n'ont rien fait, vraiment rien. Je mets juste Jospin, qui n'était pas chef d'État et qui a fait passer au Parlement le mot guerre, que je pense être un vrai acte de courage. Faut qu'on entende, sinon ça tient juste à un mot. Emmanuel Macron, il a quand même, sur le Rwanda, fait quelque chose là, moi je trouve, dans la globalité de la problématique, hein, sur l'Algérie avec Stora, c'est impressionnant ce qu'il a fait, sur pas mal de gestes, je trouve qu'il y a un changement, et quand on parle de ces questions-là, il comprend ce qu'on dit. Moi, quand je disais ça à Hollande, il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas. Pour ceux qui ont parlé d'image, non, on ne parle pas d'image, monsieur le Président. On parle de choses qui ont le cerveau des gens. On parle, vous savez, j'ai oublié de dire ça, mais je trouve que c'est très important, vous l'avez dit d'ailleurs quand vous avez parlé de tout ça, continue à fabriquer des modèles de référents, on fait la même chose que ce que les autres ont annoncé comme beau, je trouve ça super bien. J'ai oublié de dire une chose qui me paraît essentielle. Si on commence à discuter de la colonisation, on peut s'entretuer pendant des heures sur les faits. Ce que ça a amené, pas amené, l'éducation, combien d'enfants, une image. C'est incontournable, elle a existé. Ne parlez pas du fait, vous voyez là. Après, on peut l'interpréter différemment. Mais la force des images, c'est qu'elles sont la démonstration, la preuve, le reflet, vous l'appelez comme vous voulez, de ce qui s'est passé.
ou du moins de celui qui a eu la dialectique et donc le pouvoir. Faire des images, c'est avoir le pouvoir. Et dans l'histoire coloniale, il n'y en avait qu'un seul qui a eu le pouvoir des images. Ce n'est pas les quelques images des surréalistes, du Parti communiste, de quelques mouvements qui ont pu compenser, c'est de 1 à 10 000. Donc dans la guerre des images, c'était permis d'avance. Ces images, elles nous permettent d'aller, ou les humains dont je parlais tout à l'heure, d'aller derrière le mémoire et de comprendre justement comment les cerveaux ont été fabriqués et comment ça. Pourquoi, à votre avis, nous on a tourné pendant 7-8 ans. Et j'étais à table en 97 pour faire cette expo Images et Colonies. Bon, je me suis fait expulser par les Français. D'accord. J'avais commémoré le massacre de 47 pour un petit Français, ça ne se faisait pas. À Tana, je l'ai fait aussi. Et c'est un sujet qui est fascinant parce que je vous assure que pratiquement dans tous les pays en Afrique où on a pu faire cette expo, mais pas en Afrique, aux Antilles, ou en Asie du Sud-Est aussi, les gamins, qui n'ont jamais connu la colonisation, je parle de jeunes lycéens, ils sont sidérés par la masse d'images. Mais les Blancs avaient besoin de se prouver eux-mêmes qu'ils colonisaient. Mais nous, on croyait qu'ils arrivaient, c'était fait, quoi, dans leur tête. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que ces images ont aussi impacté les élites dans les pays africains, dans les pays vietnamiens, un sud-asiatique, maghrébin, moyen-orientaux, parce que ça a fabriqué un ordre du monde. Ça a fabriqué ce qu'on appelle, vous êtes tout à l'heure avec monsieur, il hochait la tête quand je parlais des évolués tout à l'heure, des croyances qui perdurent, des modes de fonctionnement qui marchent aussi aujourd'hui encore dans les ex-puissances coloniales, mais beaucoup plus loin que ça. C'est pas enseigné en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, les enseignants en Afrique, dans les programmes de déconstruction des images, ça n'existe pas. Bon, pas beaucoup plus en France. Hein. Mais nos enseignants en France sont un petit peu plus à utiliser le matériau image pour décoder le monde. En Afrique, dans l'enseignement et dans l'éducation, le travail sur les images coloniales n'a pas commencé. En Vietnam non plus, hein, je vous rassure. En Algérie, si vous voulez vraiment vous faire un cours précédent, vous prenez un manuel scolaire algérien, vous avez ce qu'on veut appeler propagande, vous êtes tranquille, elle existe toujours. Hein. Mais alors, non-stop. Et on voit bien que ça continue à fabriquer des mythes. Donc ne pas déconstruire ou avoir des images mythologiques qui continuent à fabriquer. D'ailleurs, si vous regardez les images du FLN, pas au moment de la guerre, hein, du FLN post-indépendance, la propagande du FLN post-indépendance fonctionne de la même manière que la propagande coloniale du temps de la colonisation. C'est les mêmes mécanismes. C'est-à-dire que ça fabrique un monde idéal qui n'a aucun rapport avec le réel. Donc là, il y a un vrai travail, mais je pense qu'il est en commun, ce travail. Moi, quand je travaille avec Achille Mbembe, ou Alain Bankou, Ahmed Boubaker, ou des spécialistes du Vietnam, on est maintenant d'une génération où on regarde ça en commun. C'est notre culture, c'est notre patrimoine. Cette image, elle appartient autant à Achille Mbembe qu'à moi. C'est ça qui est fondamental. Et c'est ça peut-être qui change dans la génération actuelle. C'est qu'on a fait de commun ce patrimoine. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis plus optimiste que vous sur cette question-là, pas forcément sur le reste avec le président de la République actuelle, c'est qu'il est rentré dans cette dialectique d'être né après, et sur un certain nombre de sujets, d'avoir une forme de pragmatisme pour les appréhender. Mais bon, comme toujours, on va parler d'un homme politique, ou d'une femme politique d'ailleurs, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais sur la question, je trouve qu'on a plus... C'est la première fois qu'on voit une courroie politique, regardez le Rwanda, qui aurait imaginé un jour qu'on lise un rapport comme ça? Pardon. Qu'est-ce que prend l'armée comme claque française? Waouh! Et Mitterrand. Pour ceux ici qui ont voté Mitterrand, et on doit être quelques-uns, c'est trop cher. Pardon, hein, mais ouais, attendez, tu te dis, waouh! C'est quand même un homme qui a emmené la France à cette politique-là au Rwanda. Et quand tu finis le rapport, tu fermes le rapport, tu fais ouf! Et ça venait d'une mentalité. Mitterrand, la première fois qu'il monte à Paris, il a 16 ans, c'est pour l'Expo coloniale en santé. Et je vous le rappelle, plus grand ministre des colonies, 1950-1951. Ça se fabrique une mentalité, même pour un ministre. Bon, je ne parle même pas après un ministre de la Justice et de l'Intérieur pour la guerre d'Algérie.